Nouvel épisode du French Talk. Je suis hyper content aujourd'hui. Je reçois Hector Soyer qui est plus connu sous le nom de Hector Levray. Merci Hector d'être présent. Ravi de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi, merci beaucoup et hyper content d'être avec toi aujourd'hui pour cette petite interview. Écoute, est-ce que déjà on peut repartir un petit peu? J'aime bien commencer comme ça. Je vais te laisser te présenter peut-être succinctement jusqu'à aujourd'hui, mais après j'aurai des questions un petit peu plus sur tout ce qui est enfance, le mindset, comment tu allais chercher toutes tes valeurs aujourd'hui. Mais est-ce que rapidement déjà tu peux faire une petite présentation de qui Ouais, tu es? Est-ce que carrément. la majorité des plus jeunes vont te connaître? L'audience un petit peu plus âgée peut-être moins. Du coup c'est intéressant. Trop cool. Ouais, carrément. Alors moi, c'est Hector Soyer, plus connu sous le nom d'Hector Levray, mes pseudos sur les réseaux. Moi, j'ai 21 ans et aujourd'hui, j'ai plusieurs structures, en l'occurrence 4 boîtes, dont 3 agences. J'ai commencé en tant que créateur de contenu, donc j'ai un milieu, moi, entrepreneur. J'ai un parcours entrepreneur, mais qui n'a pas du tout été prémédité. Ça m'est un peu tombé dessus et c'est ça, je trouve, qui est marrant. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de copains entrepreneurs, de connaissances entrepreneurs. C'est que beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat par l'envie de découvrir des choses, d'accomplir des choses, de monter des projets, etc. Moi, c'était pas du tout l'ambition, ça m'est tombé dessus. J'ai commencé en fait à l'âge de 15-16 ans à créer des vidéos sur Internet, sur Snapchat en l'occurrence, un réseau d'ailleurs qui étonne pas mal les gens parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup TikTok, Instagram, YouTube. Ouais. Moi c'était sur Snap au départ. J'ai commencé pour une raison très simple, c'est qu'en fait moi j'avais pas énormément de copains et j'avais plein de trucs à dire. Moi j'ai toujours été un bon grand parleur, je dis plein de choses, j'adore faire des blagues, j'adore rigoler, etc. J'en faisais beaucoup à ma famille, voilà, j'ai 3 frères et sœurs, avec mes parents, etc. Mais je me suis dit, voilà, j'ai plein de blagues à faire, plein de trucs à faire, et ça pourrait être super sympa d'en faire des petits formats courts. Et Snapchat, c'était un peu le réseau parfait. Je prenais mon téléphone, je racontais ma blague, je racontais ma vie, et je partageais ça sur le ton du spontané. C'est ce qui a fait le développement de mon audience avec le temps, puisque du coup, je racontais un petit peu ma vie en tant que lycéen, étudiant. Je racontais un peu l'envers du décor, ça aussi qui était marrant, c'est qu'on voyait à l'époque beaucoup de créateurs, alors beaucoup moins qu'aujourd'hui, vraiment beaucoup moins. D'ailleurs, on n'appelait pas, on n'appelait pas trop ça créateur ou influenceur, C'est on vrai. nous appelait plutôt des youtubeurs à l'époque, je me rappelle. Et c'est vrai que c'était pas du tout démocratisé à l'époque, et il y avait peu de créateurs aussi qui montraient un peu leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça, c'est très normal, mais à l'époque, c'était beaucoup des contenus préfaits. On va faire voilà, telle vidéo YouTube, tel concept Instagram, tel sketch, etc. Mais c'est vrai que prendre son téléphone et partager sa vie, alors ça se faisait déjà, il y avait des formats vlog, mais c'est vrai que sur Snapchat, et d'une façon ultra transparente, c'est vrai qu'aujourd'hui, même encore sur YouTube, on aime bien montrer le meilleur de sa journée, ce qui va bien, etc. Moi, à l'époque, j'en avais rien à Hmm. faire. J'étais juste là pour partager mes galères, tout ce qui pouvait faire rire, rigoler, sourire. Et donc, au final, je partageais beaucoup quand je râlais, quand il y avait des problèmes, quand j'avais une mauvaise note, etc. Ça s'est développé en 2-3 ans. Voilà, je me rappelle, ma première story, elle avait fait 17 vues. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient. Alors, moi, j'avais fait un truc au départ, c'est que j'avais bloqué tous les gens de mon lycée. Ok. J'avais bloqué tout le monde, tous les gens de ma ville, d'ailleurs, parce que j'habitais dans un petit village. Et à l'époque, vraiment, faire des vidéos, c'était la honte. C'était la honte parce que c'était différent des autres. Tout le monde allait se moquer. Puis moi, je faisais des blagues. Donc, pour le peu que certains trouvaient éventuellement que ça pouvait être pas drôle ou quoi. Donc, moi, j'avais horreur de ça et j'ai bloqué tout le monde. Alors, évidemment, ça a duré 3 jours, hein, parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui l'ait découvert. Toute ma ville était au courant. Mais c'était quand même cool. Et puis, assez rapidement, du coup, ça s'est su dans mon petit village. J'ai fait quoi, 1000 vues, 2000 vues. J'ai rencontré d'autres snappers du coup, qui faisaient pareil, 1000 vues, 2000 vues, qui habitaient dans les 4 coins de la France. J'ai commencé à nouer des amitiés avec certains. On a imaginé assez spontanément des mécaniques de partage. Voilà, je partageais leur compte, ils partageaient le mien. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Et comme il n'y avait pas beaucoup de pubs sur les réseaux, il n'y avait pas beaucoup justement de créateurs, c'était très impactant. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Mais à l'époque, ça l'était beaucoup plus. Donc, on arrivait, moi je me rappelle, quand j'ai atteint 10 000, 20 000, 30 000 vues, j'ai fait une collab avec un mec qui faisait lui aussi 30 000 vues. Et j'ai gagné 30 000 vues dans la soirée juste en partageant son snap et en faisant en sorte qu'il partage Hmm. le mien. C'était hyper exponentiel. Alors évidemment, il y avait des hauts et des bas. Au bout de, je crois, voilà, 2 ans, j'ai atteint 100 000 vues sur Snapchat. J'avais 10 000 abonnés sur Instagram. Je faisais pas trop le pont entre les deux. Et aujourd'hui, les créateurs le savent. Amener des gens de Snapchat sur Instagram, c'est très complexe. Même quand tu as des millions de personnes qui te suivent, tu peux dire aux gens de venir te follow. Tu vas avoir une infime partie de gens qui vont aller te suivre. Il y a tellement de Hmm. sollicitations. On demande tellement aux gens de faire des actions sur les réseaux
Les gens sont de moins en moins attentionnés à ça. Mais à l'époque, je me rappelle, ouais, en une soirée, ouais, j'étais peut-être à 30-40 000 vues. Et j'avais dit aux gens, venez me suivre sur Instagram, je viens de poster une photo. Et j'avais gagné 30 000 abonnés en une soirée, quoi. C'était incroyable. Enfin, aujourd'hui, vraiment, ça se fait plus trop, sauf évidemment sur les Ouais, très, ouais. très gros créateurs. Et donc, c'était ouf. Et j'ai commencé comme ça. J'ai eu 18-19 ans, j'ai arrêté mes études. J'étais bien présent sur Instagram. J'ai réussi à consolider une communauté de plus de 200-300 000 personnes aujourd'hui. Et puis j'ai vraiment fait des performances très cool. J'ai fait des 100 000 likes sur certaines photos, plus de 100 000 commentaires sur des publications, etc. À l'époque, j'avais une communauté qui est ultra engagée. Et puis petit à petit, du coup, j'ai fait mon bout de chemin, j'ai grandi avec les gens. J'étais un peu le gars de la campagne qui se retrouve à Paris avec des influenceurs, des méga stars dans des événements et tout. Moi, j'étais pas du tout là-dedans, mes parents, pas du tout non plus. Donc c'est vrai que j'ai un peu découvert ça avec les gens et je pense que c'est ce que les gens aimaient aussi, c'est que je leur montrais un peu l'envers du décor, la vision simple de quelqu'un de simple qui découvrent des trucs qui sont quand même impressionnants. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des événements, des machins, mais à l'époque, c'était moins hype qu'aujourd'hui, c'était moins connu. C'est Et vrai. puis moi, en plus, j'étais choqué, quoi. Donc c'était un peu ouf. Et puis j'avais un peu la vie incroyable. Je veux dire, j'avais 16 ans, j'allais à des événements à Paris le soir, et puis je revenais en cours le lendemain matin, je ratais 2 heures de cours, j'arrivais en plein milieu, tout le monde me regardait en mode mais qu'est-ce qu'il fait, enfin, et tout ça est arrivé en 2 ans, quoi. Donc c'est vrai que les gens, j'étais quelqu'un de normal, et puis du jour au lendemain, je gagne un petit peu d'argent petit à petit avec des collaborations. Je rate des cours pour aller à des événements à Paris avec des méga stars que tous mes copains adorent. C'est vrai que c'était un peu un truc de ouf quand même à l'époque. Et franchement, mes meilleurs souvenirs, franchement, c'est exceptionnel. J'ai des potes en plus qui étaient hyper sympas, qui jouaient carrément le jeu, pareil, des gars de la campagne, qui n'ont pas forcément cette vision réseaux sociaux, Paris, business et tout. Moi, je ne l'avais pas non plus à l'époque, mais qui étaient ultra, voilà, qui étaient tellement bon délire, on rigolait, on s'éclatait, c'était trop sympa. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des gens qui, eux, à l'inverse, étaient très business, très entrepreneuriat. Et donc forcément, Ok. les vues, les abonnés, les communautés, c'est un énorme business. J'ai pris du temps à m'en rendre compte, mais des gens s'en sont rendus compte avant moi. Et le fait d'être entouré de ces personnes-là, d'échanger avec elles, etc., ça m'a fait quand même voir ce potentiel énorme. Et puis j'ai gagné en parallèle un petit peu d'argent. Et puis du coup, quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai arrêté, enfin j'ai terminé mon lycée, j'ai eu mon bac. J'ai commencé des études à Paris parce que j'avais pas mal d'amis à Paris, etc. Ma copine qui était à Paris, voilà, pas mal de taf aussi à Paris pour les réseaux sociaux. Et puis au bout de 6 mois, j'ai arrêté parce qu'en parallèle de ça, je commençais à aider des copains à moi, des influenceurs, à générer des revenus grâce à leurs réseaux sociaux. Donc je les aidais à trouver des marques, à gérer leurs collabs, etc. Voilà, pour les aider à monétiser mieux leur réseau. Inconsciemment, hein, c'était pas un esprit entrepreneuriat. Le but, c'était vraiment d'aider des copains, d'aider même des copains qui étaient chez des marques. J'étais devenu pote avec des marques qui me contactaient. Hmm. Je leur disais, voilà, si vous cherchez d'autres influenceurs, moi je suis copain avec plein d'influenceurs, je peux vous mettre en relation. Je prenais même pas de com au départ. Et puis petit à petit, le business s'est dessiné, j'ai grandi, j'ai rencontré des gens qui eux aussi faisaient ça, mais vraiment dans une vision business, avec des skills différents. Et puis j'ai rencontré mon associé, d'ailleurs Romain, sur ma première boîte qui s'appelle Initia Ouais. Agency, et qui du coup est une agence spécialisée dans l'accompagnement de marques sur les réseaux sociaux. Elle est née d'une constatation simple, c'est qu'en fait moi j'étais créateur de contenu, les marques me contactaient pour faire des collaborations avec mon profil. J'étais inclus dans un pool d'influenceurs, donc il y avait plusieurs créateurs la plupart du temps sur les campagnes, et Ouais. je voyais bien qu'il y avait plein d'influenceurs qui n'étaient pas du tout pertinents. Et en fait, je me suis rendu compte que soit les agences, elles partageaient les influenceurs qu'elles connaissaient aux marques avec lesquelles elles travaillaient, pour faire le lien, ou alors soit les agences, elles proposaient leurs influenceurs. Les agences d'influenceurs exclusifs, elles proposent souvent leurs influenceurs, Ouais, c'est bien normal. sûr. Et du coup, leurs clients, c'est et le client et les influenceurs. Donc c'est vrai qu'il y a, je trouve, un positionnement qui est un petit peu voilà, bancal. On est en même temps pour la marque et en même temps pour l'influenceur. Et je me suis dit, Hmm. en fait, il faut qu'on crée quelque chose où notre client, c'est la marque à 100%. Donc ça veut dire qu'on va trouver les influenceurs, n'importe quel influenceur, parce que moi j'avais la chance d'avoir un gros réseau d'influenceurs, et on va leur trouver des influenceurs qui sont parfaits pour eux. Nous, on s'en fout de vendre plutôt lui ou lui, on n'en représente aucun, on n'a aucun intérêt plus avec lui qu'avec lui. Nous, notre intérêt, c'est de défendre la marque, de l'aider à mettre en place les meilleures campagnes, d'aller toucher les meilleurs influenceurs, les meilleurs prix. Et ça a cartonné. Enfin, en quelques mois, on a réussi à décrocher des beaux appels d'offres avec des belles marques, etc. Le tout à distance de chez nous, alors qu'on avait à peine 18 piges, quoi. Donc, ça s'est Hyper, lancé comme ça, et puis on a fait hy- grossir le truc pendant le Covid, quoi. hyper stylé. Hyper stylé. On va revenir sur toute cette partie justement entrepreneuriat dans la suite du podcast. Est-ce que là, tu peux faire un petit bilan là aujourd'hui? Tu as combien au final cumulé d'abonnés pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la puissance En là? tout cumulé, j'avais fait le calcul, j'ai 2 500 000 en cumulé sur toutes mes plateformes, sachant que moi je suis présent sur pas mal de plateformes. Je suis sur TikTok, j'ai 2 comptes. Instagram, j'ai Ok, pareil, j'ai 2 comptes. À l'époque, les comptes secondaires, c'était ultra à la mode, même si ça l'est encore ok. aujourd'hui. Mais vraiment, à l'époque, c'était un autre délire.
J'ai YouTube, si je ne l'ai pas dit, Snapchat, Twitter. Donc, ouais, je suis un peu sur toutes les plateformes. Donc, en cumulé, ça fait un peu de monde quand même. Très fort, très fort. Et là, je repars du coup dans ton enfance. Est-ce que tu peux raconter un petit peu le petit garçon que tu étais? Tu disais que tu as grandi en Bretagne, tu as des frères et sœurs, ta personnalité un petit peu, pour après qu'on puisse un peu trouver les racines de Ouais, tout ça, ce côté entrepreneur qui a émergé après. Est-ce que ça vient d'où? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos carrément, ouais. sur ton parcours Carrément, peut-être carrément. plus Alors, jeune? moi, quand j'étais jeune, plus jeune qu'aujourd'hui, je pense que le côté entrepreneur, en réalité, de moi, qui était le plus présent, c'était le côté idée, hyperactivité. Je pense que j'étais un peu Qui est talent créatif. hyperactif, créatif, ouais. Et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont le sens de l'argent, le sens de la négo, le sens de la vente depuis tout petit. Euh, Moi, je pense que c'est évidemment des skills que j'ai en partie, mais le skill vraiment principal et celui qui est là depuis le plus longtemps, c'est vraiment le côté hyperactif, plein d'idées, et puis aussi le côté social. Mine de rien, j'ai toujours été un peu social, même si j'avais pas énormément de potes. J'allais parler un peu avec tout le monde, j'étais hyper à l'aise pour faire des blagues à tout le monde, pour faire rigoler. J'étais hyper Ça, open. t'expliques ça comment? Je dis, je suis social, mais j'avais pas énormément de potes. T'expliques ça comment? C'est parce que c'est toi qui avais pas spécialement envie d'avoir beaucoup de potes, deux, trois suffisait? Ou enfin, si tu peux le développer. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, moi, j'avais deux, trois bons potes qui me suffisaient amplement. Et en fait, je pense que c'est aussi une partie de ma personnalité qui fait que j'ai toujours voulu et été quelqu'un d'assez posé en fait. Donc, c'est vrai qu'avoir beaucoup de potes, être tout le temps dehors, faire des sorties qui pour moi ne m'apportaient rien parce que je passais pas Hmm. forcément un excellent moment. J'ai jamais été quelqu'un de très fêtard. Je respecte les gens qui sont fêtards, au contraire, je trouve ça trop cool. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Et c'est vrai que du coup, forcément, quand tu as une petite bande de potes, tu fais tes petits trucs ensemble, les petits projets, les petits machins, et t'es bien. En fait, t'as pas forcément besoin de beaucoup plus, t'as pas forcément besoin de faire des soirées avec 1 milliard de personnes, etc. C'est une vibe qui est complètement différente. Et du coup, ça a fait qu'effectivement, je connaissais plein de monde, mais c'est pas des gens à qui je me confiais. C'est pas voilà, j'avais vraiment ma petite bande de potes à qui je me confiais, de qui j'étais proche en fait. Et puis à côté de ça, je connaissais plein de gens, mais qui n'étaient pas spécialement mes potes. J'allais pas forcément en soirée, etc. Donc j'étais quand même bien concentré dans mon truc. Et en fait, moi, j'ai toujours aussi eu ce côté un peu solitaire. Je me rends compte voilà, de manière générale, c'est qu'en fait, j'adore être avec du monde. Je pense qu'être tout le temps tout seul, ça me fait péter un plomb. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de moments où j'ai besoin d'être tout seul en fait. Et donc, c'est Hmm. vrai qu'en fait, être avec des potes au lycée la journée, etc., puis rentrer le soir, être tranquille, me mettre devant mon ordi, faire mes petites vidéos, etc., c'était compromis parfait. Je rentrais, je voyais mes frères et sœurs, on faisait des petites blagues, des vidéos, on rigolait. Et en fait, ça me permettait d'avoir un équilibre qui était, mine de rien, ultra complet. Je sais qu'il y en a qui sortaient des cours, ils avaient envie d'être avec du monde, aller sortir, etc. Moi, j'avais envie aussi d'être un peu dans ma bulle. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est que inconsciemment, j'ai créé des boîtes, j'ai créé des business. Et en fait, c'est le fait d'être dans ma bulle, d'être dans mon truc. Forcément, j'allais pas rester face au mur à regarder une série. Ça, par contre, c'est mon côté hyperactif qui me l'aurait empêché. Donc, effectivement, je crée des choses, des vidéos, des trucs, des machins. J'ai plein d'idées de trucs sans même savoir que c'était des business. Parce qu'effectivement, j'avais juste envie dans mon petit coin de faire des trucs, de bricoler des machins, quoi, en fait. Ok, excellent, excellent. Mais ça me paraît énormément ce que tu dis, ce côté hyper sociable d'aimer les gens, mais ça reste des connaissances. Et après, on garde son noyau dur, 2, 3, les 4, 5 potes maxi vraiment très proches. Et après, en gros, on est un peu solitaire, on a besoin de moments de calme, pas trop fêtard. Tu vois, moi, ça me parle énormément. Mais comme tu as dit, il n'y a C'est pas pas de, solitaire, pas de on vrai ou peut faux, souvent mais percevoir les gens solitaires à pas aimer les gens. Moi, j'aime voir les renfermé. gens, mais c'est enfermé, etc. Mais pas du tout. En fait, Ouais, solitaire, ouais. c'est savoir passer du temps tout seul, être dans sa bulle de créativité, penser. On a du mal, je trouve. Alors, il y a plein d'idées, moi, qui me viennent quand je suis avec des copains, etc. Mais on a du mal à les poser, on a du mal à les structurer. Personnellement, en tout cas, quand je suis dehors, en voiture, au restaurant, au bowling, entre copains, etc., devant la télé, alors que quand je suis dans ma petite bulle, je pense qu'à ça et je prends du temps et puis j'ai pas l'impression d'être dans le stress. Je me dis, ouais, je suis tranquille, je suis posé, j'ai le temps de faire les choses. C'est un côté aussi un peu safe place en vrai. C'est ce côté-là en vrai un peu, t'es tranquille, t'es dans ton petit truc, dans ta zone de confort au final en vrai. Moi je le vois comme ça. Ouais, carrément. Carrément. Et du coup, toi, la vidéo, t'as vraiment commencé direct quand tu disais que tu avais 15-16 ans ou tu avais déjà fait des petits tests avant? Des fois, on voit c'est des youtubeurs qui sont lancés à 7-8 ans, qui avaient commencé à avoir cette fibre un peu vidéo, ou toi, c'est venu vraiment, hein, ça t'a pété un matin, tiens, j'ai des trucs à raconter, je prends mon tel et c'est Ouais. parti. Non, en vrai, moi j'ai trois frères et sœurs. D'ailleurs, c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression que tout le monde a fait des vidéos YouTube à l'âge de 8 ans. C'est pas le cas justement quand je vois mes frères et sœurs. C'était pas leur cas. Mais moi, je me rappelle, ouais, j'avais fait des vidéos. Je me rappelle, je filmais mon écran d'ordinateur comme ça. On voyait le reflet. Je filmais un jeu vidéo. Je filmais sur un ordinateur qui n'était pas du tout fait pour jouer. C'était une catastrophe. Je filmais, je racontais. Il y avait mon frère à côté qui faisait ses devoirs. Ma mère qui m'engueulait derrière. Je crois que je dois encore avoir la vidéo, mais à mourir de rire. Ma mère qui m'engueule parce que je dois aller chercher mon cartable parce que je viens de rentrer des cours, etc.
Donc, j'avais pas la vocation d'être youtubeur. Tu vois, j'étais trop jeune pour ça et clairement pas du tout. Mais j'avais encore une fois la créativité et l'envie de créer quelque chose. J'en ai jamais rien fait, tu vois. Je me rappelle, j'ai fait des vidéos dans la nuit. Il était 22 h avec mon frère, on avait mis des dominos. J'avais fait une vidéo de domino express avec lui en pyjama. Et voilà, j'avais fait voilà les gars, bienvenue et tout. Et en fait, je crois que je me prenais un peu pour un faux youtubeur. Je parlais à des gens un peu imaginaires, tu vois. C'était vraiment. Mais effectivement, ouais, depuis tout petit, j'étais un peu dans ce truc où je crée des trucs, j'imagine des trucs. Mais encore une fois, et depuis longtemps, souvent sans objectif précis. Alors quand tu es jeune, je pense que c'est normal, mais encore une fois, ouais, quand j'avais 15-16 ans, je me suis pas dit, ouais, je vais devenir une méga star. Quoi. Alors, je ne le suis pas du tout, je ne le prétends pas, mais en tout cas, l'objectif, c'était pas du tout d'être connu, c'était de partager avant Hmm. tout, de créer quelque chose. Quoi. Ouais, je vois très bien. Et quand tu te lances sur Snap, du coup, tu connais le succès très rapidement ou vraiment tu as une période de galère où pendant en vrai plusieurs mois, tu postes et il n'y a pas trop de métriques, c'est vraiment comme tu dis, tu partages, mais en vrai tu fais 15 vues ou tout de suite ça part parce que tu es un précurseur, tu es dans les tout premiers et ça décolle rapidement et Non, du coup tu en es dans vrai, la... il y avait déjà du monde. Il y avait déjà du monde, alors toujours à échelle réduite, mais ça fait toujours du monde. J'étais pas précurseur, j'avais en vrai des concurrents. En vrai, il y avait pas mal de monde quand même sur Snapchat. On se rend pas compte, on a toujours l'impression, mais il y avait très très peu de monde par rapport à aujourd'hui, mais ça représente quand même du monde. Et au final, Est-ce que toi t'es de l'époque de ceux qui avaient commencé à exploser? Parce qu'il y avait quoi avant Snap? Il n'y avait pas genre Vimeo, il n'y avait pas des mecs qui arrivent non, de Vine, Vimeo et tout? Vine, des trucs comme ça. Moi, j'étais Ah, pas. Vine, pardon, autant pour moi. Ouais, non, Ouais, moi j'étais Snap. Moi, Vine, ça ok. n'existait plus. Je crois quand j'ai. Non, ça n'existait plus quand j'ai commencé. Ok. Et Snap, c'était les débuts là, parce que j'ai du mal à remettre la période, parce que 2016. Alors, Snap, comment ça se présentait? Parce que moi, j'ai le souvenir au lycée, j'avais Snap, c'était 2014, 2013-2014, donc ça doit dater. Mais ouais, je pense que c'était encore au début sur la création de contenu pur de Ah Snapchat, à ouais, mon avis. Snap, mais d'ailleurs, Snap, j'ai jamais compris. Alors maintenant, c'est différent, mais à l'époque, je me rappelle, pour passer en compte créateur, il y avait quand même. C'était pas public, pas compte créateur. Public, parce que même créateur de contenu, en vrai, ça n'existait pas trop en vrai, à l'époque. Ouais, Toujours en partie, mais sur Snapchat, en vrai de vrai, c'était pas non plus. Il y avait déjà des créateurs, etc., mais les plateformes n'étaient pas optimisées pour ça en vrai. ouais, Pas à 100% en tout cas. Et donc, du coup, effectivement, pour passer en compte public, il fallait atteindre un certain nombre de vues. Ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, si tu veux devenir un compte public et être découvrable voilà, parmi tout le monde, il faut que tu atteignes un certain nombre de vues. Ok, mais comment je fais? Bah, ouais, faut bien que un sûr. certain nombre d'amis ou quoi. Donc, effectivement, c'était marrant. Mais j'ai galéré pendant. Ouais, j'ai galéré. Franchement, je n'ai pas connu un buzz. Moi, je vois aujourd'hui des créateurs qui explosent en 6 mois. Ils ont mis 100 000 abonnés. J'ai déjà vu ça, c'est exceptionnel. Moi, c'était pas ça. Euh, mais il y a toujours un côté exponentiel. Je pense qu'il y a vraiment un moment où tu perces, en vrai, je trouve, hein, et un moment où, et c'est souvent ce moment-là où tu t'en rends pas compte d'ailleurs, c'est marrant. Et moi, avec du recul, je me rends compte et je me dis, mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Enfin, ça aurait rien changé, mais c'est juste marrant de s'en rendre compte, quoi. Je m'en rendais pas compte. Et effectivement, ouais, j'ai fait des 70 vues, 300 vues, là, ça descendait, ça montait pendant des mois. Et je publiais tous les jours. Et je publiais environ 100 snaps par jour. Un snap, c'est une vidéo de 10 Fouah. secondes. Donc Ok, tu ça faisait pas mal. bombardé. Ça faisait 1000 secondes. Ouais, je faisais pas mal de vidéos. Je snappais tout. En fait, je snappais absolument tout. Et aujourd'hui même, je me dis, mais waouh, comment est-ce que je faisais pour avoir autant de trucs à raconter? Et vraiment, aujourd'hui, parfois, je me lance le challenge. Je me dis, ok, aujourd'hui, puisque je suis encore présent, comment est-ce que je vais faire pour. Enfin, je vais essayer de faire comme à l'époque. Aujourd'hui, je fais 50 snaps, c'est bien, quoi. C'est même déjà énorme d'ailleurs. Je trouve que 100 snaps, c'est beaucoup. À l'époque, j'ai bombardé. Et puis, effectivement, j'ai atteint 1000 vues, 1200. Je me rappelle, j'ai l'image de 1,3K. Je crois qu'il est resté longtemps. Donc, je crois que je suis resté longtemps à 1300, 1500 vues. Et c'était déjà pas mal. J'avais une petite communauté, j'avais plein de petits potes, c'était un peu marrant. Puis après, effectivement, j'ai commencé à faire des collabs avec d'autres influenceurs. Hop, j'ai eu une croissance petit à petit. Parfois, je faisais plus tout de vues. Puis un jour, j'en faisais 30 000. C'était un peu. Puis en plus, tu n'avais pas de visu sur tes abonnés. C'est ça qui était marrant sur Snap, tu ne voyais pas combien tu avais d'abonnés. Donc en fait, c'était Ah un peu ouais. en fonction du nombre de vues. Et puis tu devais te renouveler tous les jours. Tous les jours, tu devais faire quelque chose de ta journée, sinon il ne se passait rien. Donc effectivement, 30 000 vues. Et puis un jour, j'ai atteint 100 000 vues. Puis c'est redescendu pendant très longtemps, etc. Mais là où j'ai vraiment vu l'impact, c'est sur Instagram. Parce qu'en parallèle, je poussais mon Instagram. Mon Instagram, il grossissait. Et puis vraiment, voilà, un jour, j'ai fait une vidéo, elle a fait 100 000 j'aime du jour au lendemain, alors que 3 semaines avant, j'en faisais encore 30 000. Et c'est là que c'est de ça dont je te parlais quand je te disais percer. C'est que je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Mais enfin, aujourd'hui, déjà, c'est énorme parce qu'encore, les perfs ont pas mal baissé sur Instagram. Les gens engagent un peu moins. On le voit hein, même sur Totalement. des photos de Lena Mafouf. Tu peux avoir 200 000 likes, 80 commentaires. Je le voyais encore hier soir. Ça m'épatait.
Je me disais, moi, je me rappelle, il y a 4 ans, je n'étais pas Léna Mafouf du tout. Et sur certaines publications, je faisais 1500 commentaires. Donc, en fait, c'est marrant à quel point la disparité en termes d'interaction, elle évolue. Tu peux être ultra puissant, mais ça va plus se traduire de la même manière qu'avant. Mais en tout cas, c'est Totalement. vrai qu'aujourd'hui, quand je vois cette force qu'il y avait avant et à quel point les gens étaient prêts à engager, à créer de l'interaction, je me dis, c'est vrai que c'est exceptionnel et je ne me rendais pas compte parce que j'étais dans ma petite ville. Donc au final, les gens, je les connaissais, mais je sortais pas beaucoup de chez moi. J'avais 16 ans, j'étais chez mes parents, etc. 18 ans peut-être à l'époque, j'allais de temps en temps à Paris, mais au final, je me rendais pas compte de l'impact, à quel point ça représentait beaucoup de monde et à quel point surtout 100 000 likes en 24 heures sur une publication Instagram avec des milliers de commentaires, à quel point c'était quand même important, quoi. Je n'avais pas du tout l'impression d'être quelqu'un qui impactait. J'avais juste l'impression d'être un petit créateur qui partage. Alors qu'en vrai, à En- l'époque, par rapport à ce qui se faisait et tout, c'est vrai qu'il y avait un impact qui Mais était quand même. déjà, encore aujourd'hui, 100 000 Ouais. likes, c'est Ah oui, énormissime. aujourd'hui, c'est énormissime, c'est clair. Ah oui, C'est énormissime. Si c'est pas un jeu concours ou quoi, même les plus gros créateurs, je crois qu'ils font pas des perfs. Ils font non, plus non, personne fait des perfs comme ça. très peu de gens, C'est en vrai, ouais. Très peu de gens, ouais. Ouais, c'est c'est clair. hallucinant. C'est hallucinant. Et est-ce que, pour revenir sur tes débuts, donc du coup, tu commences à créer du contenu, tu dis j'ai des potes qui commencent un peu à cramer le truc, même si tu les avais bloqués, ça commence à parler. Comment tu as vécu un peu ce regard des autres? Est-ce qu'au début, les gens, ils se foutaient un peu de ta gueule et 6 mois après, ils étaient en train de ah putain, c'est incroyable. Est-ce que tu as senti ce côté de mec ou fille d'ailleurs, mais qui se moquaient de toi et qui s'éloignaient, et puis après qui sont revenus en mode bah tu commences à briller, hop, on revient. C'était quoi un petit peu ce regard des autres J'ai quand même été un peu bâché, voilà, le youtubeur, etc. Euh, j'ai été bâché et en même temps, ce bâche par certaines personnes, il n'a pas été ultra violent. J'ai eu la chance quand même de ne pas être non plus euh, moqué à la mort, vraiment limite frappé, etc. Enfin voilà, je sais que malheureusement, c'est des choses qui arrivent et moi, ça n'a pas du tout été mon cas. C'était des moqueries qui impactent toujours quand tu es jeune, mais Hmm. je pense que c'était vachement bien compensé par la fierté. En vrai, j'étais fier quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Je claquais toute ma thune, hein, évidemment. Voilà, on n'a pas 16 ans pour rien. J'ai gagné 1000 euros. Bah, 3 jours après, il n'y avait plus 1000 euros sur mon compte. Il y avait zéro. Et j'étais fier. Et puis, fier de créer quelque chose. Et puis, il y avait aussi des gens gentils, au final, à côté, qui s'étaient abonnés à moi, qui n'étaient pas abonnés, parce que c'était des collègues de classe, etc., mais qui me disaient, punaise, trop marrant ce que tu as vu, ce que tu as fait hier sur TikTok. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient réagi. En fait, il y avait des gens qui participaient un peu avec moi et qui montraient qu'effectivement, en dehors du lycée, il y avait plein de gens qui interagissaient, etc. Et en fait, qui me rendaient fier, en fait, qui m'en parlaient, qui disaient ah ouais, j'ai vu ça et tout, sans être fan, tu vois, mais ils m'en parlaient, ça me montrait qu'ils l'avaient vu, que voilà. Et en fait, je m'en sentais un peu fier. Et puis pareil, le fait d'aller à Paris et tout, c'est con, tu vois, mais je prenais le train le soir, le vendredi soir, je passais mon week-end à Paris et tout. Bah franchement, j'étais fier, tu vois, genre, j'étais super fier parce que je me rappelle quand j'ai commencé au bout de plusieurs mois, évidemment, je me suis quand même rendu compte que c'était du travail, hein, c'était pas mon travail, c'était pas un job ni un business, mais c'était du travail d'alimenter tous Ouais, les bien jours, hein. sûr. Je devais avoir quand même une certaine, voilà, j'étais quand même conscient qu'il fallait que je réfléchisse d'une certaine manière. Ça venait pas non plus tout seul. Au bout d'un moment, il fallait quand même que 100 snaps par jour, je les crée. Et donc, je voyais forcément d'autres créateurs qui étaient déjà là depuis longtemps, des youtubeurs qui avaient commencé justement à l'âge de 8 ans, comme tu le disais, tout, qui avaient bien évolué et qui étaient très loin par rapport à moi. Et c'était un peu des exemples pour moi. Et je me rappelle, je me disais, bah waouh, en fait, c'est ouf, etc. Imagine un jour, j'arrive à faire ça, imagine, j'arrive à atteindre ça. Alors très vite, quand tu l'atteins, tu as l'impression que c'est plus rien, mais quand tu prends du recul, parfois tu te dis, bah quand même, c'est vrai que ces gens-là que j'idolâtrais un peu d'une certaine manière il y a 2 ans, bah, au final, aujourd'hui, je suis avec eux dans les soirées et tout. Et j'étais un peu fier de ça. Je ne me rendais pas trop compte, mais je me disais, j'ai quand même fait un bout de chemin. Et franchement, quand j'ai commencé, je me rappelle, j'étais dans un canapé dans mon lit, dans ma chambre, j'ai un petit canapé. Et j'étais tout seul face à mon téléphone. Et on aurait pu se dire, ce mec-là, il est sur son téléphone, il écrit des trucs, il like, il commente, il partage, il envoie des messages à d'autres gars qui font 1000 vues. Ça va jamais rien mener. Et mes parents, ils venaient dans ma chambre, ils me disaient, lâche ton téléphone et travaille. Et je leur disais, vous inquiétez pas, je suis en train de faire des trucs et tout. Mais j'étais dans mon canapé pendant des heures tous les soirs et on aurait pu se demander à quoi ça allait mener. Et au final, je me dis, en fait, waouh, c'est ouf, ça m'a mené quand même dans un endroit qui est cool à rencontrer des gens et puis après, petit à petit, à gagner de l'argent quand même. Donc, Carrément, carrément. Et justement, tu parles de tes parents. C'est quand le moment, le déclic où ils se disent ok, il se passe un truc,
on va peut-être le laisser, enfin même si finalement il te laissait faire, mais on va peut-être le laisser aller encore plus loin et peut-être même se ranger de son côté et le pousser à let's go. Parce que je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de parents qui sont très chauds que leurs enfants arrêtent au niveau du lycée, tu vois. Ou en Hum. tout cas, tu as dit que tu étais parti sur Paris faire tes études, donc je sais pas si après tu as pas trop parlé, tu pourras revenir dessus, mais en gros, qui veulent se consacrer à 100% à ça à 17-18 ans. Et du coup, ça a été quoi un petit peu le shift où tu es passé de je commence à avoir une communauté locale à je vais à Paris, je suis contacté par les marques, je fais des salons, des événements, ou en vrai, vraiment, après, il y a un switch. Moi, je me rappelle, effectivement, j'ai eu ma première collaboration il y a longtemps, évidemment, et c'était une marque de pull qui m'offrait un pull. J'ai explosé mon crâne. Moi, en fait, j'étais un garçon qui a eu la chance de bien vivre, hein, mais j'avais pas d'argent de poche. Mes cadeaux de Noël, c'était à Noël, voilà. Et j'avais pas ce rapport à l'argent que certains ont, que d'autres n'ont pas, mais moi, pas du tout. C'était vraiment, voilà, je pouvais pas espérer avoir le dernier GTA d'ailleurs parce que j'avais pas 18 ans, mais si jamais j'avais 18 ans, je pouvais pas l'espérer l'avoir parce que si je le voulais, il fallait que je demande une PS3 avec mon frère et ma sœur pour Noël et que le Noël d'après, je demande GTA. Ce qui est très bien, mais effectivement, du coup, le fait d'avoir des nouvelles choses, c'est un truc de ouf. Et donc, effectivement, j'ai reçu un pull, j'étais en mode, c'est incroyable, je l'ai eu, j'ai pas payé, j'ai pas dû demander à papa d'aller dans une ville parce que j'étais à la campagne, d'aller à Angers en l'occurrence, on n'était pas loin d'Angers, faire des boutiques et tout. J'ai pas eu le stress de me dire ok papa s'il te plaît est-ce que tu peux me l'acheter et je l'ai eu gratos. Et puis après quelques semaines plus tard j'ai un gars qui me paye 200 balles pour faire une promotion de son Snapchat. Et à l'époque, je comprends pas du tout. Alors du coup, j'ai expliqué à mes parents petit à petit, hein, même avant de gagner de l'argent, que voilà, moi ça me plaît, que je kiffe ce que je fais, que j'ai une petite communauté et tout. Mes parents me disent oui, c'est bien, mais voilà, tu fais des bêtises. Moi, je faisais un max de conneries. J'étais lycéen, moi, j'ai fait énormément de bêtises. Mes parents voyaient pas du tout ça comme un business, ce que je comprends, hein, clairement. Mais moi, je le voyais pas. Et puis ils m'ont dit travaille quoi. Et puis après, petit à petit, donc donc je te disais, j'ai gagné 200 euros. Je me rappelle 250 balles, je crois. Voilà, quelques semaines après, on me propose un autre truc et tout. Mon père, très rapidement, il est très carré là-dessus. J'ai beaucoup de chance qu'il me dit voilà, faut que tu crées ta boîte et tout. Il m'aide à créer ma boîte, carrément. Il a été la créer pour moi. Il a déposé les statuts, il a trouvé le nom et tout. Enfin bref, il a vraiment géré là-dessus. Mais par contre, du coup, c'est vrai que même en gagnant un petit peu d'argent, mes parents me disent ok, c'est bien, mais tu vas pas faire ta vie là-dessus, tu fais des conneries et tout, faut que tu évolues, etc. Mais ils m'ont quand même laissé entre guillemets carte blanche. Je leur montrais qu'au-delà de l'argent, c'était vraiment une passion pour moi, que c'était quelque chose qui me faisait vibrer, etc. Que j'y accordais beaucoup d'importance. Et il voulait me laisser aller à Paris dans les événements. Mon premier événement qui était un événement Netflix. Netflix m'avait contacté sur Twitter à l'époque pour m'inviter à un événement, etc. dans le cadre d'une nouvelle série. J'étais avec plein de gros créateurs, etc. Qui se reconnaîtront. C'est vrai que pour moi, c'était incroyable. J'avais même pas 18 ans, je crois. Mon père m'avait emmené en voiture. On avait fait l'aller-retour dans la soirée. J'avais rencontré un gars qui voulait devenir mon manager. Enfin, tout allait très vite. Et moi, c'était incroyable. J'étais vraiment en train de vivre un truc. Je savais pas trop ce qui se passait, mais c'était exceptionnel. Et puis, mine faut se dire que c'est un peu égocentrique, mais les gens se tournent tous autour de toi. C'est-à-dire que le gars, enfin Netflix t'invite pour toi, le manager il veut travailler avec toi. En fait, tu es un peu la star et en fait, c'est un peu égocentrique, mais je pense qu'on est un peu tous comme ça dans le fond. Et en fait, Bien mine de sûr. rien, ça reste hyper valorisant et en fait, c'est agréable en vrai. Dans une certaine mesure et pendant un certain laps de temps, c'est agréable quand t'as pas forcément beaucoup de copains, qu'on te moque un peu à l'école, bah, de voir qu'en fait, tu es un peu la star de 2, 3, 4 personnes qui t'entourent pendant une soirée, pendant quelques temps et tu te sens bien, tu te sens vivre. Et moi, je trouve qu'à 16 ans, ça a été une expérience exceptionnelle. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance de vivre ça. Vraiment, mon niveau de bonheur, il était. Enfin, voilà, je me rendais même pas compte, mais c'était vraiment ouf. Et puis après, du coup, effectivement, j'ai fait de plus en plus de collaborations qui m'apportaient mon seul business hein, sur les réseaux. Moi, je ne vendais rien. C'était uniquement de faire des collabs avec des marques, donc de créer du contenu pour les marques, les publier sur mes réseaux pour mettre en avant et pour donner de la visibilité. Et en échange, je facturais la presta. Quoi. Ouais, très clair. Et du coup, au début, donc, tu commences à en gagner un peu. Est-ce qu'il y a un moment où vraiment ça s'accélère et tu commences à en gagner beaucoup plus Mmh. où tu switches un peu en mode ok, là, je vais commencer à monter l'agence, à faire du business avec les marques et que tu passes dans une nouvelle dimension. Et après, j'aurai d'autres questions qui viendront par derrière, mais Alors, aussi c'est cool. Ouais. comment tu appréhendes ta création de contenu où on sait tous que bah, quand tu commences à bosser avec des marques, tu peux plus te permettre de faire n'importe quoi non plus en tant que créateur, parce que finalement, après, tu es aussi CEO d'une boîte, donc chef d'entreprise. Est-ce que ton contenu, tu l'as fait évoluer? Comment tu l'as fait évoluer? Parce que tu dis que tu faisais des conneries, des trucs de lycée, tu snappais ta vie. Maintenant, tu as ce côté, enfin moi je te connais sous l'aspect créateur de contenu, mais chef d'entreprise sur LinkedIn, etc. Comment tu bifurques petit à petit sur un contenu peut-être plus aussi en lien avec ta vie actuelle, qui est bah, maintenant entrepreneur à fond, quoi. Ouais, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont le déclic très jeunes, qui sont visionnaires, qui sont très entreprenants, très entrepreneurs.
Bah, tu en as reçu certainement, tu vas continuer à en recevoir. Je vendais des PlayStation avec des jeux installés dans la cour du collège et tout, moi pas du tout. Et quand bien même je gagnais de l'argent et encore beaucoup d'argent, hein, et ben en fait c'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que tu le disais, hein, quand tu travailles pour les marques, il faut s'adapter aux marques. En fait, tu deviens produit. C'est-à-dire qu'en fait, les marques te payent toi plus qu'un autre, et donc tu dois devenir le produit. Donc tu dois plaire aux marques plus en parallèle de ton audience. Moi, j'ai pas du tout compris ça. Je continue à raconter ma vie, mes galères. Donc c'est-à-dire que je disais des gros mots. J'étais jeune, je disais des gros mots, je m'adressais à des jeunes. Voilà, je racontais des galères. J'étais cash sur table. Quand il y avait des trucs qui m'énervaient, j'en parlais. Enfin, c'était vraiment le journal de ma life. Donc, tu peux pas trouver plus transparent. Mais c'est vrai que bah, les marques qui veulent faire attention à leur image, cadrer, machin, etc., bah, forcément, elles aiment bien travailler avec des créateurs qui ont une notion, je dirais pas de censure évidemment, mais voilà, de savoir ce qu'il faut dire, de savoir ce qu'il faut éviter de dire, ou alors de comment le dire, etc. Donc, je suis évidemment, et ça j'en suis conscient aujourd'hui, de passer à côté de certaines collaborations. Mais ça n'a pas empêché évidemment quand même des marques à travailler avec moi, parce que je restais quand même évidemment, là on dirait que j'étais ultra vulgaire, c'était pas le cas, hein, c'est juste que Ouais, voilà, j'étais transparent et ultra honnête, ce qui a ses avantages et ses nature. inconvénients, mais bien sûr avantage d'être ultra engagé, ultra engageant, communauté à fond derrière moi, et ça c'était un gros plus, ça m'a permis de faire des très belles collabs, mais j'avais pas du tout le sens de l'argent, et un excellent exemple un excellent exemple, c'est que quand j'ai généré un petit peu d'argent, alors j'avais des frais à côté qui étaient minimes, hein, c'était des frais plus voilà, pour m'habiller, pour créer de la vidéo, d'acheter des petits accessoires, caméra, ordinateur, etc. Mais une fois que tu as vite fait le tour, c'est plus des frais de déplacement à la limite, hein. Donc en vrai, Hmm. ça va là-dessus, parce que tout ce que tu factures, sauf si tu as un coût de production, ce qui n'était pas le cas parce que je produisais tout moi-même, une fois que tu as acheté le matériel, en vrai de vrai, moi je n'avais pas énormément de frais. Vraiment nécessaires en tout cas, c'était plus des frais qui me permettaient d'investir, de me développer, de constituer encore quelque chose de plus gros. Mais j'avais pas du tout le sens de l'argent, parce que j'ai réussi à m'amasser une belle somme, on va dire, au bout de quelques années avec ma société. Et je me rappelle encore, quand j'ai eu le permis à 18 ans, je me suis acheté ma première voiture, qui était une Audi S3, pour ceux qui connaissent, donc 300 chevaux. C'est mon Un joujou. petit Je l'ai kiff. plus, je l'ai vendu depuis, mais vraiment, kiff monumental. C'est une voiture exceptionnelle. Et en plus, en première voiture, en jeune permis, enfin, c'est un délire. Et j'ai tout mis dedans. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça vaut environ 30 000 euros. Et voilà, j'ai tout mis dedans. C'est-à-dire que je me rappelle encore du jour où j'ai fait le virement. J'étais en vacances chez les grands-parents de ma copine. Mon père m'a dit voilà, mon père m'a aidé encore une fois à la trouver, trop sympa. Voilà, c'est bon, j'ai le RIB du gars, tu peux lui faire le virement, on la récupère la semaine prochaine, etc. Bah, j'ai tout viré. C'est-à-dire qu'il ne me restait plus rien. C'est-à-dire que j'ai tout mis dans ma bagnole. Donc vraiment, aucun sens de l'argent. Après, tu vois, ça ne m'a pas permis de vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ça m'a pas permis d'en être là. Heureusement, il y a forcément un facteur travail. Il y a aussi un facteur chance. Je ne conseille à personne de mettre toutes ses économies dans une voiture. Mais moi, aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. Parce que ça en crée un souvenir. C'est exceptionnel. J'ai passé des moments de ouf. J'ai fait des milliers de kilomètres avec cette bagnole. Ensuite, je l'ai revendue. J'en ai acheté une autre. J'ai eu 12 voitures en un an. J'ai changé de voiture une fois par mois. J'ai pas perdu 1 euro à la fin, donc je m'en suis vraiment bien sorti, mais tout ça, encore une fois, sans calculer, tu vois. Donc je pense qu'il y a un facteur où, évidemment, consciemment et inconsciemment, je ne suis pas bête, et en même temps, les astres sont quand même alignés. J'ai créé des contenus pour le plaisir, ça s'est développé, j'ai beaucoup travaillé, mais au final, ça a pris. J'ai fait des collaborations avec des marques sans faire attention à mon positionnement, donc j'ai passé à côté de plein de collabs, mais j'ai quand même réussi à générer de l'argent. Cet argent m'a permis de rencontrer des gens. Ces gens-là m'ont donné une vision. J'ai pu me faire plaisir en m'achetant une voiture, en prenant un risque énorme, et j'ai réussi à pas tout perdre. Et les gens que j'ai rencontrés, qui étaient ultra entrepreneurs, agents d'influenceurs, etc., qui eux étaient là vraiment pour le business, indirectement ou directement, m'ont donné une vision du business et m'ont donné envie, au-delà de créer des contenus. Je me suis dit, voilà, création de contenu, je le fais. Maintenant, j'ai envie de faire autre chose en plus. Et maintenant, j'ai envie de créer des boîtes, j'ai envie de créer des projets, continuer à rencontrer des gens. Et en plus, évidemment, le facteur qui montre pour moi, d'une certaine manière, la réussite et ta capacité à créer quelque chose de bien et de fort, c'est l'argent. Donc en fait, effectivement, je me suis dit, ok, je vais créer des boîtes parce que maintenant je crée des vidéos, j'ai réussi, j'ai des statistiques, j'ai des perfs, ça monte, ça descend, etc. Trop cool. Je commençais à avoir un petit peu cette vision aux alentours des 18-19 ans, de très loin bien sûr et de façon complètement amateur, mais j'ai commencé à avoir cette envie de me dire, ok, maintenant on va aller jouer sur un autre tableau, on va commencer à créer des boîtes et on va essayer de faire pareil, mais cette fois-ci évidemment avec des métriques qui sont différentes et qui sont généralement l'argent. Et je me rappelle, il y avait un challenge aussi que je me suis lancé, c'est que je me suis dit, ok, je me suis développé sur les réseaux, je gagne de l'argent, etc. Mais il y a deux choses qui me gênent là-dedans. C'est que moi, mon business model, c'est Snapchat, Instagram, etc. YouTube un petit peu aussi, j'en ai parlé, j'ai 100 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube, j'ai fait quelques formats, mais
le gros de mes réseaux, c'était Instagram, TikTok et Snapchat. Et beaucoup de mes formats étaient basés sur la spontanéité. C'est-à-dire qu'en fait, je n'allais pas me poser face à une caméra, raconter des histoires, etc., des choses que je pouvais planifier à l'avance, préparer, etc. C'est-à-dire que moi, je vais à chaque fois, tous les jours, faire des choses, faire des bêtises avec mon frère, aller dans une ville, faire des micro-trottoirs avec des gens. Enfin voilà, à chaque fois, j'imaginais un peu les trucs sur le coup. Donc ça faisait des contenus très sympas, mais j'avais du mal à me projeter sur le long terme. Et ça voulait dire que chaque jour, il fallait que je fasse quelque chose. Je me rappelle, j'allais à l'acrobranche avec mon frère et ma soeur, on allait au bowling et tout. On se régalait et à chaque fois, je créais des contenus et c'était excellent. Et ça faisait vivre aux gens des expériences trop sympas. Ils étaient avec moi au bowling, ils étaient avec moi à l'acrobranche, qu'est-ce qu'on rigolait, c'était excellent. Mais je me suis dit, voilà, je grandis, j'ai 18-19 ans, je suis entouré de gens qui ont des ambitions incroyables, j'ai une belle voiture, je commence à rêver, d'une deuxième belle voiture, je commence à... Voilà, je m'emballe en fait, je m'emballe de fou et je me dis, ok, mais j'ai un peu du mal. Moi, je te le disais, je suis quelqu'un de très hyperactif et en même temps, j'aime bien me poser. Et je crois que c'est un peu dans cet esprit-là, c'est que j'avais du mal à me dire, ok, et si demain je me pose une journée dans mon canapé parce que j'ai pas envie, parce que je suis fatigué et que je fais rien, mais du coup, en fait, mon métier, il est à la poubelle pendant une journée. Je snap pas, je peux pas faire de vidéo. Je fais comment? Parce que les snaps, tu peux pas trop les prévoir à l'avance. Donc je me suis dit, ok, bien sûr. là, il y a un problème dans mon business, business entre guillemets. Et je me suis dit, je vais créer autre chose. Je vais créer quelque chose. Je me rappelle à l'époque, j'avais envie de gagner de l'argent sans avoir à me mettre en scène. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, j'ai créé un confort de vie, j'ai ma voiture, j'ai mon assurance à payer, des choses comme ça. Mais si jamais demain, je vais pas le con, parce que je suis fatigué, j'étais hyper drôle, hyper sympa et hyper sympathique dans mes vidéos, c'était naturel évidemment, mais il y a des moments où tu as des coups de blues, où tu viens de te faire engueuler, enfin, voilà, il y a plein de problèmes qui peuvent t'arriver et tu n'as pas envie de créer des contenus, ça arrive à tout le monde. Et moi aussi, j'avais cette phase-là et je me dis, imagine un jour ça m'arrive, pendant 3 semaines, je suis dans le mur, ça va pas. Comment je vais faire? Ben, j'ai envie de créer un business qui me permette sans me mettre en scène, sans avoir besoin de sourire, de rigoler, de me mettre en t-shirt à manches courtes alors qu'il fait moins 5 degrés dehors pour aller faire des vidéos, de pouvoir gagner de l'argent quand même en étant derrière mon ordi, etc. C'était mon challenge. Challenge numéro 1. Challenge numéro 2, je voulais le faire sans mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, mais je veux me prouver que je suis capable de gagner de l'argent sans mes réseaux sociaux. J'avais pas envie de me dire, ok, je vais m'appuyer sur mes réseaux pour faire de la pub. Ouais, les gars, venez si vous avez besoin d'une agence, etc. Pas du tout. J'avais envie de reconstruire de zéro et de me montrer à moi-même que j'étais capable de faire autre chose. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des influenceurs. Alors, évidemment, je me suis appuyé sur mon statut d'influenceur d'un point de vue réseau. Pour te faciliter la tâche, quoi. Évidemment, mais je ne me suis pas appuyé sur ma communauté directement. Ouais. C'était ça que je voulais pas faire. Je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait. Ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai monté ces boîtes-là et je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, après c'est pas forcément une fierté, en vrai aujourd'hui parfois je me dis que j'aurais pu le faire, que j'aurais dû le faire, ça aurait été un levier, mais peu importe, en tout cas c'était le truc à l'époque et je pense que chaque décision que je fais, chaque projet que je mets en place, j'ai toujours un peu au fond de moi une envie personnelle qui évolue. Parfois ça va être pour l'argent parce que j'ai des rêves, parfois ça va être pour le challenge parce que je rencontre quelqu'un qui a une bonne idée, parce que j'ai envie de faire ce truc. Et je pense que voilà, à chaque fois, moi j'ai eu la chance de gagner de l'argent tôt, de jamais avoir besoin de prendre un CDI, de jamais être en manque entre guillemets. C'est une grosse chance et ça me permet de réfléchir, je pense, différemment. C'est pas le cas de tout le monde, j'en suis conscient. Et du coup, j'essaie d'exploiter cette chance de la meilleure façon que je peux, de me dire voilà, moi j'ai beaucoup de chance, voilà de pouvoir penser comme ça, de pouvoir vivre comme ça. Et donc, je me dois au moins honorer un peu cette chance en essayant de faire des trucs toujours plus fous, d'imaginer des choses, de prendre des risques et de le faire aussi fondamentalement parce que j'en ai envie et pas juste pour faire du cash, pas juste, voilà. Parce que je pense que vraiment, moi là, ça fait 4 ans que je fais ça. 4 ans que je travaille chez moi tout seul derrière mon ordi, j'ai ma copine, j'ai eu 2 chiens entre temps, mais je suis un peu dans ma bulle, mais à 100%, et ça m'a fait un peu me retourner sur moi-même. Je m'en rends compte aujourd'hui, à 21 ans, et ma mère me le disait il y a quelques jours, elle me dit en fait, je fais une introspection, et j'ai beaucoup analysé personnellement qu'est-ce qui me rendait heureux, qu'est-ce qui me rendait pas heureux. J'ai eu beaucoup de choses en quelques années qui m'ont toujours fait rêver. Je me suis acheté des belles voitures, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter une maison l'année dernière, à 20 ans, c'est des trucs de ouf. Je me suis dit, ok, mais quand j'aurai ça, je serai au summum de mon bonheur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un bonheur incontestable de pouvoir avoir son chez soi, mais c'est pas une finalité. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai acheté mon chez moi, le matin, je me lève, il faut que je fasse quelque chose qui me rend heureux. Et si je ne fais rien, j'ai beau avoir mon chez moi, je vais pas forcément être heureux. Et c'est un challenge incroyable que de savoir ce qui me rend heureux. Parfois, je gagne beaucoup d'argent, je suis pas forcément heureux. Parfois, je gagne zéro en une journée. Même pendant plusieurs jours, parce qu'il faut sortir aussi un peu ce cliché. J'ai des boîtes qui font beaucoup d'argent, mais il y a des jours où on signe rien et c'est très bien comme ça, et ça fait partie du jeu. Et pourtant, je passe des excellents moments et donc j'ai essayé aussi beaucoup de me poser la question de savoir qu'est-ce qui me rendait heureux. Et je pense que fondamentalement, c'est d'aller dans le sens qui me fait vibrer, qui m'attire
Et parfois, je fais des erreurs, parfois, je fais des achats compulsifs, parfois, je monte des trucs qui ne marchent pas. Mais j'essaie toujours de calculer les choses, de mesurer un peu les choses pour éviter que ça ait un impact trop fort dans ma vie. Et grâce à ça, ça me permet de tester plein de trucs et d'être franchement assez heureux, je pense. Est-ce Voilà. que t'as une peur sous-jacente? Moi, tu vois, c'est un truc des fois qui peut me faire peur. J'ai toujours ce syndrome de se dire tout peut s'écrouler demain du jour au lendemain, etc. Toi, en plus, tu disais que tu n'avais jamais du coup connu de CDI, CDD, etc. Est-ce que toi, des fois, tu te crées, tu te dis, vas-y, en vrai, il faut que je charbonne, que mes boîtes elles fassent encore plus pour que je me mette à l'abri toujours plus, toujours plus? Ou est-ce que c'est pas un truc qui te travaille plus que ça? Ça l'a été pendant un moment. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça servait un peu à rien. Enfin, personnellement, j'ai l'impression, en tout cas avec moi-même, j'ai l'impression que ça sert un peu à rien. Évidemment, tout peut s'arrêter. Et c'est ça qui m'a fait aussi me rendre compte, c'est que je me suis dit, ok, je suis influenceur. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Du jour au lendemain, les gens ne peuvent plus voir mon visage. Bah, du coup, ça s'arrête. Et alors que si j'avais une boîte, bah, voilà, ma boîte, elle peut continuer à perdurer. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'une boîte, c'est pareil. Une boîte, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Il y a un concurrent qui arrive sur le marché, tu n'as rien vu venir. Ou au contraire, enfin, on ne s'en rend pas compte comme ça. On n'a pas l'impression, on se dit non, mais ça se fait avec le temps. Mais il y a des boîtes qui ont vécu ça. Et ça peut basculer du jour au lendemain. Alors évidemment, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ça peut être l'écroulement, quoi. Mm. Et en fait, je pense personnellement que c'est un équilibre à se dire voilà, il faut que les choses, quand tu les mets en place, tu dois considérer un temps de mise en place pendant lequel ça ne va pas forcément marcher. Quand ça marche, tu en profites, tu optimises au maximum. Et puis, bah, si un jour ça marche plus, ça marche plus. Et moi, ce que je trouve juste vraiment difficile, effectivement, je dis pas que c'est impossible, au contraire, il y a énormément de façons d'entreprendre et je suis sûr que quand on veut, on peut. Ça, c'est une certitude, je l'ai beaucoup entendu, mais il y a beaucoup de gens qui disent on peut devenir millionnaire. Je ne le suis pas, mais je pense que réellement, quand on veut, on peut. Hein, il faut s'en donner les moyens. Mais c'est vrai que je trouve que ce qui est plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de partir de zéro. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance que même si je mets en place un projet et que j'en ai deux qui se pètent la gueule, j'en ai encore deux autres. Ce qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Et on peut avoir un projet plus solide que quatre projets moins solides. Mais de manière générale, je pars pas de rien, on va dire. J'ai eu la chance de créer quelque chose en capitalisant sur avant tout une passion qui est devenue un business. C'est un énorme avantage, je trouve. Quand tu crées un business, que tu passes des heures à travailler, que tu investis de l'argent et tout, et que peut-être ça marche pas et que tu fais ça deux fois et ça marche pas deux fois d'affilée, bah, je comprends que ça puisse être très dur. Mais il faut persévérer évidemment, et ça m'est déjà arrivé bien sûr. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, pour pas se mettre cette pression de se dire voilà, ça peut tout peut s'arrêter, moi je pense que tant que ça fonctionne, il faut en profiter. Et le jour où ça marchera plus, on essaiera de faire autre chose. Et c'est pour ça que moi, j'essaie toujours de prévoir un petit peu l'avenir, de prévoir d'autres choses, d'autres projets. Je pense que quelque chose qui me stresserait même plus que ça, c'est de me dire, ok, demain je me réveille et je sais pas quoi faire. J'ai plus d'idées, tu vois. Ok, Ou alors encore pire de ne plus avoir d'idées, parce que je pense qu'on peut tous avoir des idées. C'est j'ai plus rien qui me fait envie. J'ai qui plus envie de t'anime, rien. ouais. Genre j'ai plein d'idées, mais il y en a aucune qui me donne envie. Ça me ferait flipper. Je vais me dire, ok, ça veut dire que je vais devoir travailler sur des trucs, mais qui me font plus du tout envie. Ça veut dire que j'aime plus rien. Qu'est-ce que j'aime en fait? Je pense que c'est ça qui me fait flipper. Mais effectivement, après, j'ai quand même ce stress de me dire si effectivement, si demain tout s'arrête, bah, on tape dans les économies, tu fais le décompte. Hein. Moi, perso, quand j'ai acheté ma maison, j'ai fait le décompte. Je me suis dit, ok, alors, on va faire le décompte. Si jamais demain tout s'arrête, que je crache ma voiture, combien de temps est-ce que je peux survivre? Voilà, après, est-ce que ça apporte grand-chose? Je sais pas. Après, effectivement, tout peut arriver. On voit très bien hein, des cas ultra successful, du jour au lendemain, tout s'arrête. C'est c'est difficile, je pense. Je sais pas. Et toi, tu as une astuce un peu miracle qui te permet de te projeter, d'être à l'aise. C'est difficile, Pas du surtout que tout. tu augmentes ton train de vie indirectement. Moi, je vis pas non plus comme un roi, mais forcément, mon train de vie a augmenté avec le temps. Je Ouais, sais pas pas. du tout. Non, sur Ouais. ça, je serais de très mauvais conseil. J'avoue que moi, je suis toujours un peu ravagé par ce truc de se dire tout peut s'arrêter. Donc, je suis toujours là à investir, investir, investir toujours plus. Tu vois, je suis arrivé à des stades que j'aurais jamais pu imaginer aussi jeune. Et je Ouais. m'étais toujours dit, si quand j'arriverai à ces stades, bah, ça y est, c'est terminé, j'arrête de bosser, je serai à la Exactement, retraite ouais. plus psychologique qu'autre chose, tu vois. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est pareil que pour l'influence. Tu te dis, ouais, 1 million, c'est incroyable. Puis quand tu l'as, tu te dis, bah, en fait, ma vie, fondamentalement, au jour le jour, elle change pas. Bah, c'est pareil avec l'argent, tu atteins des niveaux, ça change pas. Et je pense que c'est des questions qui travaillent toujours intérieurement. Donc après, je pense que ça dépend des tempéraments. Moi, c'est pour ça que je suis pas bon sur ça, le lâcher prise ou le moment présent. Ouais. Tu vois, des C'est fois, pour j'ai ça du que pour mal à moi, y être parce que l'introspection, ça a tout son sens. C'est parce qu'en fait, je c'est pense que c'est important. des choses. Je me rends compte, moi, et parfois j'ai mon associé qui me fait rire, il me dit ouais, c'est quoi ton chiffre? Je dis, arrête, c'est quoi ton chiffre? Tu sais, le fameux chiffre en mode une fois que tu as atteint tant d'argent, t'arrêtes tout. Mais je me rappelle, moi j'avais 17 piges, j'avais un chiffre, tu vois. Mais que je ne Et il dévoilerai pas change tout le temps le évidemment. chiffre. T'as dit quoi? Il change tout le temps le chiffre. Et il change tout le temps. Et en fait, ça veut rien dire un chiffre. En vrai de vrai, pendant ce temps-là, en fait, ça qui est marrant, c'est que
c'est un peu comme un jeu vidéo. J'ai entendu ça aussi, un truc qui m'a fait rire et que j'ai beaucoup aimé. C'est en fait, la vie, c'est comme un jeu vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est déjà pour éviter de se comparer aux autres que ton jeu n'est pas celui des autres. C'est pas le même jeu. Et surtout, dans un jeu vidéo, tout le monde joue pour atteindre la fin, pour finir le jeu. Mais en même temps, quand tu joues, tu prends du plaisir. Bien sûr. C'est pas vraiment un calvaire que de jouer, de faire les missions, machin. Et quand tu as fini le jeu, enfin voilà. Donc en fait, tu as hâte d'arriver au bout et en même temps, tu prends du plaisir à parcourir le chemin. Et en fait, la vie, je trouve que c'est un peu ça. Et je trouve qu'on oublie beaucoup cet esprit de prendre du plaisir à faire des missions. Moi, personnellement, je joue beaucoup aux jeux vidéo. J'adore avec mes copains depuis un an, depuis que Call of, ils ont sorti Warzone. Je suis un malade. Voilà, je le dis clairement, il n'y a pas de débat. Et donc, le soir, je joue, tu vois. Et j'ai pas honte de ça. Je passe des bons moments et tout avec des gens d'ailleurs qui sont pas dans l'entrepreneuriat et c'est trop cool. Mais de manière générale, c'est vrai que je trouve qu'on oublie trop. On aime bien se mettre dans des jeux vidéo et jouer le rôle du héros. Mais en fait, dans notre vie tous les jours, le héros, c'est nous. Et il faut réussir à prendre du plaisir tous les jours. Et donc, en fait, pour moi, le chiffre, c'est la fin du jeu. C'est-à-dire 1 million d'euros, 10 millions, ce que tu veux. C'est le chiffre au final, c'est la fin du jeu. Mais si déjà tu prends pas de plaisir à aller chercher ce chiffre, c'est-à-dire que tous les jours tu vas faire des missions, tu prends pas de plaisir, c'est dommage. Et en plus de ça, ça veut dire qu'une fois que tu as atteint le chiffre, ça veut dire quoi? Le jeu il est fini. Une fois que tu as fini GTA 5, tu as beau avoir adoré le jeu, bah, généralement tu ranges le jeu, tu en prends un autre. Là, si tu as atteint ton chiffre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ta vie elle est terminée. Tu fais quoi? Tu te mets dans ton fauteuil, tu attends que ça se passe? Je pense pas. Alors il y en a qui vont dire oui, moi je fais je profite de mes rêves, je voyage, etc. J'achète des voitures. Je pense que oui, ça dure un temps, mais après, tu as besoin de te re-challenger. Je pense que c'est humain de se challenger. Quand on fait une mission, qu'on a réussi, on met le niveau d'au-dessus parce qu'on a envie de se challenger, parce que c'était trop facile, etc. Et en même temps, quand c'est trop dur, ça nous énerve. Donc, je pense que c'est vraiment un bien-être mental. Moi, je pense que vraiment le bonheur, c'est un vrai truc mental Un de se vrai dire, truc d'état d'esprit, ouais. de trouver le bon équilibre pour se dire j'avance et en même temps, je sais que quand j'aurai atteint cet objectif, ce sera encore autre chose, mais je prends du plaisir à avancer et surtout moi, le truc que j'aime pas, et la calve me l'a fait comprendre très vite, parce que là on dirait pas, mais ça creuse, euh, c'est la pression en fait, nos pressions. Genre vraiment, j'en ai marre de me mettre la pression. Mes boîtes, parfois il y a des problèmes, parfois ça bloque, parfois les stats elles sont pas bonnes, peu importe, mais ça sert à rien de se mettre une pression de malade, à en avoir le cœur qui palpite, à plus savoir quoi faire. Moi, vraiment, avant, je prenais pas assez de pauses. J'étais trop dans des sessions de travail longues. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire que parfois, je travaille pendant 1 heure. Je viens de manger avant et j'ai besoin de faire une pause. Et ben, je ferme mon ordi, je vais faire autre chose pendant 20 minutes parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire, j'en suis conscient. Mais et ben après, parfois, je travaille pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais de manière générale, j'essaie de m'écouter. Et quand ça avance plus, je fais autre chose. Et c'est la meilleure façon de reprendre une bouffée d'air. Parce que moi, je suis resté des heures devant mon ordi à travailler pour travailler et j'ai avancé à rien pendant des mois. En vrai, j'ai fait ça pendant des années même, parce que ça fait des autres années que je fais ça et c'est pas la meilleure façon de faire. Donc voilà. Mmh. Et sur tes boîtes, là, parce que on va en parler, tu disais que tu en avais plusieurs. Est-ce que tu peux détailler un petit peu justement tes boîtes, tes segments d'activité? Tu parles d'une agence, tu as aussi sans doute ta structure perso de création de contenu, tu factures les marques en tant que créateur de contenu, influenceur. C'est quoi un petit peu les autres après que tu as à côté, si tu peux Alors les j'ai ma expliquer? structure de création de contenu production, donc moi Ok, en tant qu'influenceur, j'ai ma boîte. J'ai la première structure qu'on a créée donc, qui s'appelle Initial Agency, j'en parlais au départ, donc, qui est une agence qui est spécialisée dans l'accompagnement de marque sur la partie influence. ouais, Et récemment, on a élargi notre spectre et on est une agence social média. Donc en fait, on accompagne les marques sur toutes leurs problématiques social média, influence, gestion de réseaux sociaux et même événements. Donc notre but, voilà, c'est vraiment de prendre les annonceurs un par un, petites marques ou gros groupes, et vraiment de les aider à se développer, à aller chercher un gros réseau d'influenceurs vraiment pour avoir une vision hyper large. Nous, aujourd'hui, on a la chance de connaître vraiment une grande partie des influenceurs français et donc de pouvoir vraiment élargir le scope pour prendre que ce qu'il y a de mieux pour elles. On travaille avec des grosses marques, on sous-traite même des gros groupes type Publicis, WPP, etc., qui nous sous-traitent des grosses campagnes pour des belles marques parce que justement, on a un réseau, etc., qui est intéressant. Et en parallèle de ça, moi, j'ai monté 2 autres structures qui sont venues avec le temps et encore une fois qui se sont faites parce que j'en ai ressenti le besoin et parce qu'on me les a aussi beaucoup demandé. Ma seconde structure qui s'appelle Golden Influence, qui est elle une structure toujours dans l'influence, mais qui elle, à l'inverse d'Initial, accompagne les créateurs. Donc là, les clients, c'est les créateurs de contenu. On les ok, accompagne dans leur développement sur les réseaux sociaux et dans la gestion de leur collaboration de marque. Le but, en fait, c'est de sélectionner des créateurs qui sont déjà influenceurs. On ne crée pas des influenceurs, mais on les aide à s'optimiser. On dit, OK, voilà, toi, tu es dans tel secteur. Où est-ce que tu veux aller? Quel est ton objectif? Avec qui tu as envie de travailler et on va t'aider à construire ça. On va t'aider en fait à mettre de l'ordre dans ta créativité au final et à organiser tout ça et avoir une équipe commerciale également qui est experte parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, quand tu es créateur de contenu, à l'époque, c'était un peu moins vrai.
Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que si tu n'es pas bien vendu, même si tu es Ouais, un excellent créateur, même si tu as un très bon produit, tu ne sors pas du lot. Aujourd'hui, c'est comme à Darty, il y a d'excellents produits, ils ne sont pas mis en avant, personne ne les achète. En vrai, en influence, c'est un petit peu pareil. Donc nous, on a vraiment ce positionnement-là. donc On a c'est aujourd'hui. quoi c'est quoi le business model là du coup sur Golden? C'est Alors, vous le prenez un business pourcentage model, sur ce que vous arrivez à rapporter? c'est ça, c'est qu'on prend un pourcentage sur ce qu'on arrive à apporter, mais encore une fois, et pour ne pas trahir évidemment l'optique premier de la création d'Initial Agency qui était de satisfaire les marques à 100%, c'est qu'en fait, nous, quand on apporte un deal au créateur, c'est parce qu'effectivement, ça rentre dans sa DA, mais on travaille sa DA pour qu'elle soit aussi pertinente pour les marques. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va Bien pas sûr. conseiller aux marques de travailler avec nos influenceurs parce que ça nous arrange. On va conseiller aux marques de travailler avec un influenceur qu'on a préparé pour elles parce que ça arrange le créateur, parce que c'est ultra pertinent pour elle également. Donc on essaie vraiment Hmm. d'avoir cette vision bilatérale et c'est ce qui nous permet de proposer un accompagnement hyper complet. Et donc effectivement, on prend des commissions sur les contrats des créateurs de contenu. Et la dernière structure, qui elle est toujours une agence non social media, mais expert TikTok, c'est une agence verticale TikTok, donc qui appartient au groupe initial et qui du coup, elle, s'occupe de développer les marques, de les accompagner et de les faire exploser sur TikTok. Donc voilà, en fait, on a une grosse problématique de la part de nos clients, beaucoup de clients qui étaient en influence, en l'occurrence, qui voulaient se mettre sur TikTok parce qu'ils faisaient des collabs sur TikTok, mais ils n'avaient pas de compte ou que leur compte n'était pas du tout optimisé, et qui nous ont demandé si on faisait cette presta. À l'époque, on disait que non, et puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes, alors on a ouvert cette structure-là, Hmm. et c'est comme ça que ça s'est développé, quoi. Ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, tu as un cœur d'activité qui est la communication. Ouais. Et en fait, tu as décliné différentes boîtes, mais qui gravitent toutes les unes autour des autres, quoi. Y a pas, t'as pas des trucs disparates total, enfin, qui ont rien à voir. J'ai Donc, en voulu, gros, et je tu veux peux encore. concentrer ton énergie et faire rayonner toutes tes boîtes et t'es pas C'est trop ça. dispersé. Et ça, je trouve, c'est cool. C'est ultra complémentaire. Et pour nous, alors, il y a beaucoup de gens nous posent la question, quel est l'intérêt d'avoir créé autant de structures et de ne pas en avoir créé une seule? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes et les expertises sont différentes. Encore une fois, Initial, c'est axé marque. Golden, c'est axé influence côté créateur. Virali, c'est expert TikTok social media. Donc c'est différent, complémentaire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que mes associés sur les structures ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça simplifie quand même d'avoir différentes structures. Et puis en plus, c'est vrai que ça s'est créé au fil du temps. Et c'est pas forcément Moi, en fait, l'entrepreneuriat, je le crée vraiment comme une aventure. Alors évidemment, je ne vais pas créer des boîtes pour l'aventure si ça n'a pas de sens. Là, c'est complémentaire. C'est des expertises qui sont différentes, des équipes distinctes et ça a vraiment du sens. Mais en plus de ça, effectivement, moi, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai rencontré des gens qui m'ont amené à créer ces boîtes-là. C'était pas une vision en mode, OK, dans mon vision board, dans 6 mois, je veux créer ma deuxième agence. Pas du tout. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait me dire, punaise, mais attends, mais il faut qu'on crée ça. Qu'est-ce que tu en penses? OK, viens, ouais, on en parle et tout. Et hop, ça s'est fait, hop, une agence, et puis une deuxième, etc. Et effectivement, je m'en rends compte quand même, mon cœur de cible, ça reste le social media, l'influence, parce que c'est quelque chose que je maîtrise très bien, et parce que c'est quelque chose que j'adore en vrai. Je le disais, je monte des projets dans lesquels je me plais. Aujourd'hui, c'est un peu mon challenge 2024, c'est de me dire, aujourd'hui, je vais être au cœur des actions qui me plaisent. Alors évidemment, c'est compliqué, pas à 100%, mais en grande partie, et j'aimerais bien déléguer à des gens à qui ça plaît les actions qui, moi, ne me plaisent pas. Ce que je veux, c'est que les gens qui travaillent avec moi aiment ce qu'ils font et que moi, j'aime ce que je fais. Je pense que c'est la meilleure façon de continuer à se plaire dans notre projet et justement de ne pas avoir une pression négative. Parce que même quand on est entrepreneur, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais moi j'en suis conscient. Parfois on se lève, on n'a pas envie. Enfin, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. On se dit toujours, ouais, c'est ta boîte, mais tu vas prendre 100% du bénéfice, machin, etc. Ouais, moi je peux te dire qu'il y a des matins où je me réveille, j'ai pas du tout envie de bosser, même si c'est ma boîte, même si je prends 100% du bénéfice. Donc je pense que c'est important de s'y plaire et que les gens évidemment s'y plaisent aussi. Donc c'est pour ça qu'effectivement ça s'est construit comme ça, mais bien sûr j'ai d'autres projets et j'aimerais bien développer des choses, mais pas tout. J'ai peur aussi de trop m'éloigner. C'est vrai que ça prend du temps, mine de rien, 3 boîtes, ça reste dans la même expertise, mais en plus comme moi je suis créateur de contenu, que là j'ai pas mal de projets en tant que créateur à venir, ça prend pas mal de temps, bah, tu le sais très bien évidemment. Et comme je reste ultra central sur mes boîtes, hein, je reste ultra opérationnel, etc., parce que ça me fait kiffer, parce que j'arrive pas encore à m'en détacher, bah, c'est pas évident. Donc c'est vrai que créer une autre structure, why not? Mais créer une autre structure qui n'a rien à voir, il faut avoir les bons Hmm. associés, quoi. Enfin, le bon Ouais, staff. compliqué. Et justement, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai dû faire le choix il y a un petit bout de temps, bientôt 2 ans maintenant, j'avais une agence et la création de contenu m'a explosé un petit peu à la face et j'ai dû faire un choix, qu'est-ce que je Incroyable. garde, parce que L'inverse je de mon pouvais pas tout parcours. gérer. Ouais, c'est un peu le parcours inverse, je pouvais pas tout gérer. Je fais le choix de prendre la création de contenu. Toi, au final, là, tu as 3 boîtes, 4 boîtes, enfin, ta boîte de création de contenu, mais en gros, tu as 4 boîtes, tu es créateur de contenu. Comment tu fais pour tout gérer? Est-ce que du coup, tu as aussi mis un petit peu en parenthèse ta création de contenu ou avant, bah, tu étais un énorme bourrin, est-ce que tu l'as un peu baissé?
les collabs avec les marques, est-ce que tu en fais toujours autant? Est-ce que tu en fais moins? Comment tu vois le marché là d'un point de vue créateur? Est-ce que aussi plus tu grossis, les gens pensent que plus t'es gros, plus t'as de collabs, plus tu gagnes d'argent. Que moi j'ai l'impression, plus j'avance, moins j'ai de collabs, etc. Donc tu vois, ça dépend du positionnement. C'est quoi un petit peu ta vision et ton avis sur tout ça et surtout sur ta Alors, situation? moi, j'ai arrêté step by step. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le lycée à 19 ans, pour remettre le contexte, et que je suis venu à Paris pour commencer mes études, je commençais, comme je le disais tout à l'heure, à accompagner des créateurs un petit peu en freelance, etc. À ce moment-là, j'ai rencontré mon associé, on a créé Initial Agency. J'étais toujours créateur de contenu en parallèle, mais mon contenu perdait un petit peu de sa saveur parce que je n'étais plus chez ma famille, donc avec mes frères et sœurs, j'avais plus mes potes de lycée, j'étais plus au lycée. Donc mon histoire de créateur, aujourd'hui, tu as des créateurs qui sont dans l'urbex. Si demain ils changent, ils font plus d'urbex, c'est plus pareil. Alors moi, j'avais la chance d'engager beaucoup autour de moi. Donc évidemment, je gardais une communauté qui était très très importante parce que je n'étais pas non plus niché. Mais mine de rien, mon histoire et ma situation familiale et personnelle faisait que j'étais quand même dans une niche certaine. Et donc, en fait, mon contenu a perdu un peu de sens auprès des gens et puis surtout à mes yeux, à moi, en fait. Moi, je me sentais moins bien parce que je créais du contenu qui me ressemblait moins, je me sentais presque plus forcé qu'avant, c'est-à-dire qu'en fait, je me sentais que j'avais besoin de faire une vidéo et ça venait pas, en fait. Et donc, j'ai Hmm. perdu un peu la saveur. Petit à petit, en fait, l'équilibre, donc créateur de contenu très élevé et accompagnement de créateur très faible parce que je venais de commencer, hop, il s'est fait comme ça. Donc, j'ai réussi à avoir un équilibre à 50-50. Puis en fait, au fil du temps, ça a pris tellement d'ampleur l'accompagnement de créateurs et puis la création de mon agence. Et puis du coup, j'avais moins de temps et en plus, j'avais moins l'occasion de créer des contenus parce que j'étais derrière mon ordi, j'étais dans une optique très business en fait. Du coup, au final, j'étais moins dans l'humour, j'étais moins dans la spontanéité, je sortais moins, etc. Et ben hop, vraiment, je suis quasiment arrivé à l'arrêt jusqu'en 2022 où j'ai complètement arrêté les réseaux sociaux pendant quasiment toute l'année 2022, toute l'année 2023. Donc là, c'est assez récent. Euh, Effectivement, du coup, j'ai un peu arrêté les réseaux, pas officiellement, mais parce que ça me fait mal de le dire, tu vois. Et puis moi, vraiment, on s'en rend pas compte d'un point de vue extérieur, mais moi, j'ai une attache très particulière à ma communauté parce que j'ai réussi à prendre du recul sur tout ça. J'ai arrêté les réseaux sociaux pendant longtemps. J'ai repris fin d'année 2023 avec des contenus parce que ça me faisait marrer, parce que j'avais envie d'engager avec les gens. Et je me suis dit, waouh, c'est ouf, à quel point j'ai pas été là pendant quasiment 2 ans. Les gens sont toujours là. Les gens sont tellement bienveillants. On n'en parle pas assez, mais on parle beaucoup des commentaires négatifs. Il y a tellement de Ouais, gens qui passent du temps à t'envoyer des messages, des pavés comme ouais, ça, ne serait-ce que quelques personnes qui mettent des commentaires et tout, et tu te dis, ces gens-là, ils sont où dans la vraie vie? C'est des gens, tu leur apportes rien d'autre qu'un petit peu de bonne humeur, un petit peu de gentillesse, mais tu gagnes aussi ton argent, il faut se dire les choses franchement, c'est aussi ton taf, tu vois. Et ouais, bien eux, sûr. ils prennent du temps de leur vie personnelle pour t'apporter de la gentillesse, pour te remercier, pour te féliciter, etc. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des gens exceptionnels, vraiment, dans les réseaux sociaux. Beaucoup, 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 et beaucoup plus d'ailleurs, je pense, que de gens méchants, en l'occurrence. Bien On sûr. n'en parle juste pas assez. Et c'est extraordinaire. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que beaucoup, beaucoup de créateurs arrivent à vivre. Et donc, moi, impossible pour moi de dire bah, j'arrête tout, je mets tout à la poubelle. C'est impossible. Et puis, en plus, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que moi, j'ai créé des projets, je me suis mis à fond dedans, c'était un challenge pour moi, j'adore, je suis à fond là-dedans. Enfin voilà, aujourd'hui, 80% de mon temps est focalisé aujourd'hui sur les business et mes boîtes. Mais là, depuis début 2024, fin 2023, j'essaie de reprendre un peu de temps pour la création de contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est une façon pour moi d'exprimer mon hyper-activité en fait. C'est que effectivement, quand tu es dans le business, que tu es CEO, bah, tu es un peu hyperactif, tu appelles, tu réponds, machin, etc. Mais tu restes dans un esprit quand même ultra cadré, ultra business, ultra rentable, etc. Et je trouve que les réseaux, c'est quand même une façon de faire un peu ça, cet esprit business, mais d'une façon beaucoup plus cool et bien différente. Et donc, je me suis dit, en fait, ça va être un peu ma façon à moi, non pas de faire du sport, mais de prendre une bouffée d'air, de faire autre chose. Et moi, j'ai beaucoup de mal à ne rien faire. J'ai du mal. Parfois, je joue un peu aux jeux vidéo, je le disais. Parfois, je regarde des séries, mais à part ça, j'ai beaucoup de mal à rien faire. Me mettre dans un canapé et m'ennuyer, je trouve ça hyper bien. Ceux qui arrivent à le faire, c'est excellent. Moi, j'y arrive pas personnellement. Je pense que c'est encore une fois mon côté un peu hyperactif. J'ai toujours besoin de me sentir faire quelque chose. C'est au plus profond de moi. Et donc, je trouve que c'est une bonne façon pour moi de me faire plaisir tout en ayant le sentiment de faire quelque chose de cool. Et en plus, bah, mine de rien, de créer de l'engagement communautaire, etc. Enfin, tu le sais très bien, c'est ultra agréable. Donc, effectivement, j'essaie d'avoir une orga mixte qui me permet un peu de mixer les deux. Mais ce qui est dur, je trouve, hein, c'est moi de réussir à retrouver une DA. Parce qu'en fait, Ouais, ce que j'allais te aujourd'hui, poser on comme est. question sur... Vas-y. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question sur quoi justement tu vas partir maintenant un petit peu en création de contenu. Est-ce que tu as plus envie de te focus sur des gros projets à thème comme on voit les gros youtubeurs qui font des gros concepts? Est-ce que tu veux rester toujours dans Hector Levray, je documente mon quotidien, mais
version cette fois-ci, j'ai 21 ans et je suis chef d'entreprise, tu vois. Enfin, c'est ce que j'ai te poser comme Ouais. question. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, quand j'ai repris, je me suis dit, je vais être moi-même. Mais en fait, je me suis rendu. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je me rappelle, les gens me disaient, tu fais quoi? Mais en fait, je leur disais, je suis moi-même. Mais en fait, ce qui veut dire que c'est qu'être soi-même, déjà, ça ne veut plus rien dire parce qu'il y a trop de créateurs. Et il faut que les gens réussissent à déceler un peu ce que tu es. Et même moi, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte parce que les gens me disent, ah ouais, je me rappelle, etc. de toi. Parce que je reviens 2 ans après. Donc, il y a des gens qui m'avaient en partie oublié et pour qui je reviens, je réapparais. Et je vois l'image que les gens avaient de moi. Et effectivement, j'avais l'image un peu du lycéen qui devient influenceur en fait. Donc même si moi inconsciemment j'avais pas de DA, aux yeux des gens j'en avais une en fait. Et donc ça a été compliqué parce qu'en fait moi aujourd'hui je me suis passionné de plein de trucs entre temps. J'étais un gros râleur à l'époque, je râlais sur tout. Aujourd'hui c'est différent, j'ai une vision un peu plus adulte de la vie quand même. Avant je râlais parce que le paquet de pâtes il était trop cher au supermarché, c'était un snap. Aujourd'hui je ferais plus ça par exemple. J'étais un grand râleur, j'étais un grand machin. Aujourd'hui, j'ai un peu vieilli en vrai de vrai, hein, même si j'ai que 21 ans. Je pense que comme ça fait 4-5 ans que je suis dans le monde du travail, j'ai quand même un peu vieilli en vrai. Puis en plus, comme j'ai ma maison et tout, j'ai des problèmes de daron et vraiment, j'ai vieilli de fou. Genre carrément, cet été, je me suis surpris à vouloir acheter des plantes. J'ai dépensé un fric monumental pour acheter des plantes et ça m'a fait kiffer quoi. Ça m'a fait et je me suis dit, c'est pour ça qu'il faut que tu te fasses une introspection, il faut que tu comprennes comment ça marche là-dedans. Parce que vraiment, si tu focuses que tes chiffres, tu seras jamais heureux. Parce que là, du jour au lendemain, tu te m'as pété un câble, tu veux faire une folie, tu mets 800 balles dans des palmiers. Je veux dire, si tu comprends pas comment ça marche là-dedans, tu vas jamais réussir à te cerner, ça va pas marcher. Donc, et donc, en vrai de vrai, aujourd'hui, j'ai plein de passions, tu vois. J'ai rénové un peu ma maison, pas à 100% parce que ça m'a vite saoulé. J'ai fait mon jardin, pareil, j'ai pas encore fini, ça m'a vite saoulé, mais j'ai quand même fait un truc stylé. J'ai plein de passions. Je suis passionné de tech, je suis passionné de gaming, je suis passionné de voyage, je suis passionné d'animaux, j'adore plein de trucs. Voiture. De voiture, évidemment, voiture, bien sûr, de business aussi. Et donc, en vrai, je me suis dit, il faut que je réussisse un peu à trouver cette chose-là. Et je pense que plutôt que de me focaliser dans un domaine, ce que je vais faire, c'est pas encore sûr. Mais pour être moi-même, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. C'est plutôt de me dire, moi, je vais faire que de la bagnole, que du business, que du machin. Je vais essayer de baser ma DA sur mon histoire. En gros, mon histoire, c'est quoi? C'est un jeune qui a créé pour le plaisir et qui a eu des opportunités de fou et qui a fait plein de choses, qui a essayé des trucs qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et je trouve que c'est ultra cool à partager parce que moi, ça me fait plaisir. Et je pense réellement que ça peut apporter sa valeur. Et je pense que c'est ça aussi que je cherche aujourd'hui, c'est d'apporter une valeur, c'est d'aider les gens dans quelque chose, soit à les faire rire, soit à autre chose. Et je pense que cet esprit d'histoire et de partage, montrer aux gens qu'aujourd'hui, parfois, je peux être passionné par des arbres et le lendemain, en fait, je suis dans un business où il n'y a que les chiffres qui comptent. Je trouve que ça peut aussi donner aux gens une vision différente de la jeunesse et de leur vie en tant que jeunes, étudiants, etc. Ça peut leur dire, OK, en fait, il ne faut pas que je me mette de frein vis-à-vis de mes ambitions, il faut que je teste plein de choses. Et mes passions d'aujourd'hui ne sont pas forcément mes passions de demain. Les passions de mon voisin ne sont pas forcément les miennes, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas être potes. Et ça veut aussi dire qu'au final, je ne me rends pas compte, mais il y a plein de choses que je ne vois pas qui peuvent être passionnantes dans la vie et que je peux découvrir. Parce que moi, en l'occurrence, je peux te dire que les arbres, je me suis mis dedans. À chaque fois que je voyais un arbre, je disais à ma copine, ah, t'as vu, c'est tel arbre et tout. Mais attends, quand je dis ça, même là, maintenant, je me regarde dans la caméra, je me dis, mais je suis un malade. Mais je te jure, j'étais trop bien. Aujourd'hui, genre, je suis un peu moins là-dessus parce que j'ai planté mes arbres, c'est bon, ils sont mis, j'ai plus rien à faire, tu vois. Mais vraiment, à une période de ma vie, ça m'a hypé, tu vois. Et je me dis, la vie, c'est ça. Il y a plein de trucs que tu peux découvrir. Et je pense qu'il faut que les gens ils comprennent ça. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas forcément uniquement tech, uniquement food, uniquement machin. Je pense qu'il y a aussi un esprit où il faut se faire plaisir, il faut découvrir. Et il y a des gens qui sont plein de choses à la fois et on ne s'en rend pas vraiment compte, tu vois. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc-là aussi que j'ai envie de véhiculer. Ok. Et ça, du coup, tu veux le revéhiculer sous format un petit peu quotidien ou sur des... Plus sur des plutôt des formats un peu grosses... longs, plus sur des formats Ok. longs pour que je puisse justement le structurer, l'organiser, parce que format quotidien, c'est cool. Moi, je le fais un peu aussi en story et tout, mais tu as du mal un peu à le pérenniser. Et encore une fois, moi, même si c'est plus mon business principal et tu me posais la question, aujourd'hui, je fais plus de call avec des marques. Alors évidemment, demain, on me contacte, j'ai un projet qui est cool, je l'accepte, mais j'en refuse beaucoup parce que j'ai pas envie de saouler ma communauté avec ça, alors qu'en vrai, je gagne de l'argent avec autre chose. Tu vois, aujourd'hui, ma création de contenu, je la prends plus comme un loisir plutôt qu'un business. Donc évidemment, n'importe quel loisir peut devenir business si c'est vraiment intéressant, mais tant que c'est à moitié pertinent, je ne le fais pas pour le moment. En tout cas, pas tout de suite, peut-être plus tard. Mais effectivement, ouais, moi j'aimerais bien faire des formats un peu longs, etc., pour pouvoir m'organiser et pérenniser ça en fait. Ok. Voilà. Je vois très bien la vision. Et justement, sur la partie, tu sais, t'es créateur, tu as aussi justement, tu es en relation avec les marques. C'est quoi un petit peu ta vision du marché de l'influence? Est-ce que tu penses qu'on a eu une période d'apogée et là en ce moment c'est un petit peu plus dur, qui serait peut-être lié aussi au contexte économique mondial où c'est un petit peu plus complexe là, depuis 2 ans,
Niveau Ouais. politique, c'est un peu incertain. Est-ce que tu vois pas spécialement une baisse, voire même tu vois une augmentation? Enfin, c'est quoi un petit peu ton jugement dessus? Parce qu'il y a de plus en plus de créateurs. Forcément, ça tire les prix vers le bas parce que tout le monde bah, forcément veut prendre le contrat avec une marque, donc on a tendance à des fois faire des rabais, etc. Comment tu vois la chose, toi, d'un point de vue maintenant, bah, chef d'entreprise qui accompagne les créateurs, ou même vis-à-vis de toi, où j'imagine qu'avant ta boîte mail, elle devait être saturée. Est-ce que tu as vu un déclin ou pas, Ouais. justement? Bah, moi, déjà, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, tu parlais des prix qui baissent, ce qui est vrai parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs, donc forcément, l'offre, la demande. Alors, la demande a beaucoup augmenté parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont mises sur les réseaux Aussi, sociaux et dans le marketing d'influence. c'est Mais vrai. il y a tellement plus de créateurs qui sont sortis que le déséquilibre, il s'est quand même créé. Donc, je trouve qu'il y a aujourd'hui quand même plus d'offres que de demandes. Il y a plus d'influenceurs que de marques, je vais y arriver. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, du coup, les prix ont tendance à être baissés vers le bas, mais il y a quand même une grosse période de hausse par rapport à moi en 2019 quand j'ai commencé, 2018 même 2007. Les prix ont énormément augmenté. Les coûts par, Hmm. voilà, les coûts par mille, hein, les CPM sur YouTube, etc., ont pas mal augmenté sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais effectivement, on tend à revoir une baisse quand même aujourd'hui au niveau du marché. Moi, ce que je vois aujourd'hui quand même, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de créateurs qui sont arrivés. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de créateurs qui étaient sur plein de niches différentes. Déjà, il y a l'esprit de niche pour moi qui s'est renforcé énormément. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui étaient suivis pour eux. Maintenant, il y a beaucoup de créateurs qui sont suivis pour leur niche ou pour leur valeur, ce qui est Ouais. très bien. Il y a, je trouve aussi beaucoup de créateurs qui ont énormément explosé pour des contenus très simples, comme il y a d'autres créateurs qui ont explosé pour des contenus très complexes, très poussés. Je pense par exemple à des créateurs sur TikTok qui ont explosé parce qu'il y a eu des buzz, des histoires, des machins, des bidules. Et en parallèle de ça, également des créateurs qui n'ont pas forcément buzzé grâce à ça, hein. Par exemple, je pense par exemple à Squeezie, à Amine, etc. Mais par contre, qui ont fait des gros projets, le GP Explorer, le match, etc. de foot contre l'Espagne et tout. Et donc, en fait, on voit un élargissement du scope influence, je trouve, avec des gros profils qui sont suivis pour eux, des petits profils qui sont suivis pour leur niche, des gros profils qui sont suivis pour leur niche, des profils qui font des contenus très simples, des profils qui font des contenus très complexes, etc. Donc ça fait beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se dégagent de ça. La première, c'est que les marques ont besoin d'être accompagnées aujourd'hui plus que jamais. Parce que aujourd'hui, tout se pratique, c'est-à-dire qu'il y a des prix qui ne valent pas du tout leur prix, il y a des prix qui ne sont pas du tout alignés en face du marché, à la hausse ou à la baisse. Il y a des créateurs avec lesquels c'est pas du tout pertinent de travailler, il y en a d'autres pour lesquels c'est ultra pertinent. Donc je pense que les marques, pour moi aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi dur pour elles de travailler sur les réseaux sociaux, même si ça paraît pas forcément, parce que parfois on est décisionnaire dans une marque, on suit quelques créateurs, on a l'impression que c'est parfait, mais à côté de ça, on ne se rend pas compte du nombre infini de possibilités qui sont envisageables et à côté desquelles on est éventuellement en train de passer. Donc moi, je pense que il y a ça. Et par contre, en tant que créateur de contenu, effectivement, la concurrence est rude, je pense. La concurrence est rude, vraiment. Enfin, moi, je trouve vraiment que la concurrence est rude. Et c'est pas une pression qu'il faut se mettre, mais je pense que ça peut l'être pour beaucoup, et même de se comparer aux autres. Au-delà de la concurrence monétaire, enfin de financière, pardon, je pense qu'effectivement, il y a un côté où je me compare aux autres. Lui, il fait mieux que moi sans parler d'argent, en termes de contenu et tout, ça peut être stressant. Je pense qu'encore une fois, il faut réussir à se détacher, il faut réussir à se dire, voilà, moi, je fais quelque chose qui me plaît, qui plaît à des gens, et si ça plaît à des gens, ça me plaît, je vais le développer et ça va forcément marcher. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'un marché, ça se partage. Je ne serais pas capable de dire comment pour moi l'influence va évoluer. Je ne sais pas si c'est les gros qui vont rester les petits, si c'est les machins, les bidules. Je pense que ça bouge tellement vite. Enfin, moi, il y a 2 ans déjà, ça n'était tellement pas là. Je pense que la plus grande force des créateurs et des marques, c'est de réussir à s'adapter et à marquer leur différence vraiment fondamentalement. Pour moi, c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est se dire, voilà, moi, ma différence, elle est dans mon contenu. Et même si demain, il y a mieux ou il y a moins bien, moi, j'évolue. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ce que je fais, j'apporte de la valeur et j'en suis conscient. Je pense que ça, c'est important. Et évidemment, forcément, ça, c'est pour les marques comme pour les influenceurs, bah, surfer sur les tendances, que ce soit en termes de sujet ou également en termes de format. TikTok, ça marche, Ouais, ça monétise, go sur bien sûr. TikTok. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter et se mettre uniquement sur TikTok, mais évidemment, s'il y a des formats qui sont beaucoup plus viraux que d'autres, bah, clairement, il faut en profiter. Je pense que voilà, c'est important les shorts, par exemple, cette année, ça a été un vecteur pour beaucoup. Je connais pas mal de créateurs qui ont explosé sur shorts, en Instagram, sur Reel également, qui ont gagné des centaines de milliers d'abonnés d'un coup, en repostant du contenu simplement. Effectivement, c'est des choses, ce serait bête de le louper, je trouve. Donc voilà. Ouais, totalement. Et justement, tu parles du contenu, c'est quoi un petit peu ta vision? Contenu court, contenu long. Le contenu court, là, depuis 3 ans, ça, la cote, ça a explosé. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un retour petit à petit sur du contenu long, ou est-ce que tu penses qu'on est au tout début du contenu court? Quid de TikTok aussi? Est-ce que TikTok, c'est Ouais. toujours la plateforme du futur, ou est-ce ils commencent un peu à être arrivés à leur plein potentiel et il manque d'un truc, tu vois, d'un côté créateur, cette fois, je parle plus.
C'est quoi Moi, un petit peu ta vision? je pense que tout va exister. Je pense que pour moi, les contenus longs n'existent pas sans les contenus courts et inversement. Je Ouais, pense bien qu'il n'y a sûr. pas un monde où il y aura plus que des contenus courts ni des contenus longs. Effectivement, les contenus courts, ça prend de la place parce que ça vient s'immiscer dans des moments de notre vie où déjà on n'avait pas le temps de regarder des contenus longs. Je pense par exemple dans le métro, dans la rue, on ne regardait pas forcément une vidéo YouTube, en tout cas pas tout le monde. Effectivement, ça vient aussi s'immiscer dans des moments où on regardait du contenu long, dans le lit, dans le canapé, etc. Quand tu vois maintenant qu'ils mettent TikTok sur la télé, des applications TikTok sur la télé, waouh, c'est incroyable. Donc effectivement, moi je pense que le contenu court, ça prend une grosse partie, enfin on le sait, ça prend une grosse partie de la place parce que l'attention des gens réduit, mais tu ne trouves pas dans du contenu court, je trouve, la valeur que tu peux trouver dans certains contenus longs. Et moi j'ai un copain qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il m'a dit, c'est marrant, mais en fait quand je sors d'une vidéo YouTube, j'ai passé un bon moment, j'ai regardé quelque chose, je m'en rappelle. Il me Mm. dit, quelqu'un qui regarde ta vidéo YouTube, quand il sort de ta vidéo YouTube, si tu as fait une bonne vidéo, il s'en rappelle. Quand tu as fait une vidéo Je suis TikTok, d'accord. c'est là que, en fait, ça je pense que tout le monde le sait. Mais c'est quand tu fais l'inverse et que tu dis, par contre, quand tu regardes une vidéo TikTok, tu t'en rappelles, c'est là que tu te dis, punaise, mais en fait, c'est vrai. Combien de regarder des vidéos TikTok j'ai regardé depuis ce matin? Putain, j'ai dû regarder un paquet. Je m'en rappelle d'aucune. Aucune. C'est là que tu te dis, punaise, mais en fait, il y a quand même un truc. Alors, je dis pas que c'est nul, je dis pas que voilà. Je pense qu'effectivement, toute proportion gardée, il faut réussir à avoir un rythme qui est pertinent, mais c'est surtout d'un point de vue impact pour les gens ou pour les influenceurs. Je pense que l'impact ne sera jamais le même. C'est-à-dire que la viralité potentielle de ton TikTok, elle est excellente et peut-être plus importante une vidéo longue. Et elle va te permettre d'aller chercher des audiences différemment. Mais par contre, l'engagement que tu vas pouvoir aller chercher sur une vidéo YouTube, pour récupérer le même engagement sur une vidéo TikTok, il va falloir vraiment que tu capitalises sur une viralité qui est très importante. Alors que par Mm. contre, avec moins de vues sur une vidéo longue, tu peux avoir un engagement qui est plus élevé. Donc en fait, c'est des mécaniques qui sont différentes. Tu prends les escaliers ou tu prends l'ascenseur, c'est pas du tout pareil. Et la finalité n'est pas non plus la même. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des créateurs. Moi, honnêtement, demain, tu me dis, voilà, je suis créateur, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais fais ce qui te plaît, je veux dire, fais ce qui te plaît, fais ce que tu aimes, fais ce dans quoi tu penses avoir une vraie valeur ajoutée. Et quoi qu'il arrive, si tu as une valeur ajoutée, que tu travailles bien, que tu fais des contenus qui sont qualitatifs, quoi qu'il arrive, tu engageras une communauté. Et après, il sera toujours temps de rebondir, etc. Mais je pense que l'essentiel, c'est de faire ce qui te plaît. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire. Encore travailler sur une boîte, envoyer des mails, etc., ça t'embête un peu. Bon, c'est relou, mais ça se fait. Mais par contre, prendre son téléphone, faire des vidéos comme ça, à longueur de journée, faire salut les gars, alors que tu as juste une envie, c'est de te casser, je pense qu'il n'y a rien de pire. Et puis en plus, c'est hyper malsain. Donc je pense que ce Ouais. qui est essentiel dans la création de contenu, c'est de kiffer ce qu'on fait. Donc ouais, moi, je serais un peu sur les deux en vrai. Et c'est ce que je fais aujourd'hui au final, hein. C'est que moi, j'ai prévu de sortir des contenus longs et des contenus courts. Parce que moi, personnellement, les deux me font kiffer. Moi, j'ai un peu ce problème-là, c'est que moi, j'ai envie de tout faire. Je sais pas toi, d'ailleurs, ça, c'est intéressant. C'est une vraie question que j'ai pour toi. C'est que moi, perso, j'ai envie de tout faire. Si je te le disais tout à l'heure, les arbres, les voitures, les machins, moi, il y a tout qui me fait kiffer. J'ai envie de tout faire. Et justement, est-ce que toi aussi, c'est ton cas? Et si oui, comment tu fais pour te canaliser sérieux? Comment c'est possible de réussir à rester, et t'es trop fort là-dessus, tu arrives à te focaliser dans ta thématique et du coup ça te fait que tu es excellent. Moi je le sais, on m'a toujours dit, reste dans ton domaine, tu seras le meilleur. Bon, je suis resté dans mon domaine au niveau des boîtes, mais d'un point de vue de création de contenu, aujourd'hui j'ai un peu envie de tout faire parce que j'arrive pas à me canaliser. C'est quoi ta vision là-dessus? Comment tu fais? Ouais, bah, c'est une très bonne question. Moi, je pense que justement, je suis parti à l'inverse de toi, où tu as percé sur un contenu où tu documentais ta vie. Donc, comme tu dis, une vie, c'est tout et n'importe quoi. Moi, je suis resté sur ce côté très astuce, bon plan du jour digital. Et maintenant, je suis un peu dans le système inverse. J'ai du mal à en sortir. Ok, J'aimerais aller mais plus loin. Donc, tu vois, t'as envie par contre, en partie. ouais, j'ai envie. Et en fait, je trouve ce plaisir dans justement du format long. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le podcast, tu vois, pour rencontrer des gens qui m'inspirent, et pouvoir échanger et pouvoir aussi faire redécouvrir une nouvelle facette chez les gens qui sont connus, tu vois, des personnalités publiques. Hop, on redécouvre un côté entrepreneurial, investisseur chez ces gens-là. J'ai aussi le nouveau contenu long que je sors sur YouTube, où là, je m'éclate plus dans des domaines qui sortent un petit peu de ce que je peux proposer en contenu court. Donc, j'essaie d'aller chercher sur d'autres canaux, on va dire, des trucs qui me font plus vibrer à l'instant T. Mais j'ai du mal quand même sur mon contenu court, donc celui, entre guillemets, où je me suis fait connaître, donc TikTok, Insta, etc., à sortir de ce côté astuce et à un moment Ok. donné, à sortir une vidéo courte qui va être en mode je me pose et je parle entrepreneuriat, quoi, parce que c'est pas trop le thème du truc. Donc, j'ai un petit peu du mal, je suis un peu enfermé là-dedans. Ok, Mais ouais, après, comme tu dis, c'est aussi un boulot. Donc, des fois, il faut savoir avoir cette période où on prend un petit peu moins de kiff à l'instant T. c'est sûr. Tu as toujours cette notion entrepreneuriale de tu peux pas tout effacer comme ça d'un verre de main. Donc, je trouve du plaisir ailleurs. Et je prends toujours du plaisir à le faire. Attention, hein, c'est pas une corvée, hein, loin de là. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, j'aimerais bien faire autre Oui, chose. Mais c'est tu pas peux, simple. moi, je pense qu'il faut construire petit à petit, orienter. Et effectivement, tu disais, il ne faut pas tout effacer d'un coup. C'est ce que d'ailleurs pas mal d'influenceurs font au final.
Parce Mm. que beaucoup de créateurs, hein, moi j'en parle quand je parle avec les marques, etc. Pas tous, énormément de créateurs sont très 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 bons en business, excellents. Mais il y a aussi beaucoup de créateurs qui sont purement créatifs et qui n'ont pas forcément Exactement. des âmes d'entrepreneurs. Et donc, qui n'ont pas forcément une vision business, etc. Ce qui est ultra légitime parce que ça leur permet d'être le plus clair et le plus transparent, translucide dans leur contenu. Mais parfois, ça peut effectivement les pousser à faire éventuellement parfois des mauvais choix. Et c'est vrai que parfois, il y a des créateurs qui décident de tout supprimer, tout arrêter du jour au lendemain. Parfois, ça cartonne. Parfois, ça l'est moins. Enfin, parfois, ça cartonne moins. Parce qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais la communauté, même si nous, on y est attaché profondément parce que c'est notre communauté, elle nous suit quand même pour la valeur qu'on lui apporte d'une manière ou d'une autre, notre Exactement. personnalité. Enfin voilà, ce pourquoi elle nous suit. Et donc, c'est vrai que tout supprimer d'un coup, elle a beau être hyper gentille, etc. Bah, même s'il y a des gens qui vont continuer à le suivre, bah, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui vont peut-être être moins intéressés, plus intéressés petit à petit. Voilà, l'attention, encore une fois, sur les réseaux, c'est un truc qui vaut de l'or, quoi. Donc, Totalement. je suis complètement en phase et je pense qu'effectivement, faire le virage petit à petit, créer d'autres choses en parallèle, d'autres comptes, d'autres plateformes, d'autres formats, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Et moi, je l'avais fait un peu à l'époque d'ailleurs, je me rappelle, j'étais beaucoup dans l'humour et j'avais créé mon compte Instagram secondaire, j'en ai parlé tout à l'heure, dans lequel je faisais le beau gosse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde faisait les BG et tout, tu vois, ils faisaient un peu les trucs fashion et tout stylé. Moi, j'étais Ouais. grave dans l'humour, donc je faisais des vidéos drôles, des photos drôles. Et puis un jour, je me suis dit, punaise, moi aussi, j'ai envie de mettre des belles sapes et de faire le beau gosse, mais sur mon compte principal, ça n'a pas lieu d'être. Parce que les gens vont se dire, mais attends, il se prend pour qui? Et donc, j'ai créé un compte secondaire. Et d'ailleurs, ça a cartonné à l'époque. J'ai pris 100 000 abonnés en 3 semaines. Je faisais plus de likes sur mon compte secondaire à l'époque qu'aujourd'hui sur mon compte principal, parce que l'engagement, c'était dinguerie. Et donc, oui, effectivement, du coup, j'ai fait un compte secondaire qui était dédié un peu, entre guillemets, à la mode et tout. Et c'est beaucoup mieux passé. Tu vois, c'est marrant. Au final, le simple fait Mm. d'avoir une plateforme différente, les gens, ils n'étaient pas choqués. Alors que je faisais vraiment, tu vois, le mec fashionista, entre guillemets, hein. Alors que j'étais un gars, tu vois, qui en était pas du tout expert. Mais si je l'avais fait sur mon compte principal, les gens n'auraient pas compris, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr, je comprends totalement. Je comprends, je comprends. D'ailleurs, toi, c'est ce que tu as fait aussi dans une nouvelle mesure avec LinkedIn. Tu arrives et tu documentes pas mal ton quotidien d'entrepreneur sous oui, l'angle c'est vrai. entrepreneuriat. Est-ce que tu peux en parler de LinkedIn? Parce que moi, c'est une plateforme qui me tient à cœur. C'est là où tout a commencé pour moi. J'adore cette plateforme. C'est mon réseau social préféré. Ah Qu'est-ce ouais, que toi, ah qu'est-ce oui, que ça t'emploies les t'apporte termes. C'est ton réseau. Ah ouais, t'emploies les vrais termes. Ok, Ouais, ouais, ok, ok. ouais. Bah, moi, j'adore parce que je trouve que d'un point de vue. Moi, de base, je suis entrepreneur. Je suis pas du tout créateur de contenu. Je suis tombé dedans après. Donc, en fait, j'ai T'es tout tombé appris dans sur la LinkedIn. J'ai marmite. créé mon. Ouais, exactement. J'ai trouvé la marmite de LinkedIn. J'ai rencontré tout mon réseau là-bas. J'ai vachement plus appris sur LinkedIn que par exemple en école de commerce, tu vois. Donc, parce que tu n'as que des experts qui documentent un petit peu, qui sont à la pointe de leur domaine, qui vont documenter un petit peu les dernières nouveautés technologiques, etc. Donc, tu apprends vachement vite, tu rencontres du monde. Et c'est surtout qu'après, la création de contenu sur LinkedIn, elle n'est pas du tout virale comparée aux autres réseaux sociaux. Par contre, ça a un impact en termes de business quand tu as une boîte qui est astronomique. Donc, moi, voilà, ça réunit plein de critères que j'adore. Et donc, je t'ai vu émerger sur ce réseau social. D'ailleurs, tu as pas mal percé parce que tu as déjà plus de 13 000 abonnés là, en quelques mois. Qu'est-ce que toi, tu y trouves? Qu'est-ce que tu en penses dans la plateforme? C'est quoi un petit peu ta vision? Là, du coup, on revient un petit peu sur le côté business, mais de tes boîtes. Qu'est-ce que tu trouves avec le réseau? Est-ce Moi, que d'ailleurs, c'est j'adore. toi qui écris les J'adore posts ou est-ce que tu LinkedIn. délègues? Moi, j'adore LinkedIn. Alors, moi, je délègue rien. Moi, Ok. je délègue rien sur ma partie création de contenu, publication, diffusion, etc. Je fais tout moi-même. J'écris mes posts, je les programme, je les publie et tout. Je délègue rien. Sur toute la partie gestion opérationnelle sur mes boîtes, avant, je déléguais rien. Je déléguais pas mes clients, je déléguais rien. Petit à petit, vraiment, en fait, moi, j'étais le maillon de la chaîne qui voulait tout faire. Donc, j'avais mes clients, je les gérais, mes créateurs, je les gérais, mes posts, je les gérais. Hmm. Petit à petit, j'essaie d'ajouter des maillons dans la chaîne. Tu vois, donc, j'ajoute quelqu'un, hop, qui va intervenir avec moi sur les opérations, avec moi sur ma production. Mais je reste encore vraiment ultra, ultra, ultra central pour le moment. C'est un peu tout nouveau, on va dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur LinkedIn, moi j'ai découvert ça il y a un an. J'ai commencé au mois d'août 2022, donc 1 an et demi. Énorme banger LinkedIn au final. LinkedIn, incroyable. Moi, vraiment, mon père me disait, ouais, mets-toi sur LinkedIn, tu vas rencontrer du monde et tout. Évidemment, voilà, comme tout le monde, je ne l'ai pas écouté. Je lui ai dit, tais-toi, je suis une star d'Instagram, laisse-moi tranquille, c'est un truc de vieux, machin, etc. Et aujourd'hui, j'adore LinkedIn. Je m'y suis mis comme ça. J'ai dit à mon associé, viens, on se met sur LinkedIn. Il m'a dit, ah ouais, ok, why not? On s'est mis d'accord et puis on s'est mis sur LinkedIn. Et vraiment, je me suis étonné au bout de. Alors, en fait, je trouve que c'est difficile de rentrer dans la matrice LinkedIn, mais quand tu es dedans, Ouais. l'addiction, je me rappelle, j'étais là à 22h30 le soir devant la télé, sur LinkedIn, mais tu sais, comme tu scrolles TikTok. Je me dis, Ouais, ouais, vraiment. je suis vraiment un accro de ouf. Et en fait, je me rappelle, j'ai écrit des posts LinkedIn d'ailleurs à ce sujet. En fait, LinkedIn, pour moi, c'est la plateforme sur laquelle, businessment parlant, professionnellement parlant,
tu arrives à avoir déjà des interactions incroyables, de l'engagement de ouf, et puis des échanges surtout. C'est ce que je disais à des copains. Je disais, en fait, imagine sur Instagram, tu veux aller contacter telle personne qui bosse là-dedans pour proposer un projet, n'importe quoi, sans parler de démarchage. Hein. Je parle vraiment dans le cadre de potentiels projets, création, entrepreneuriat, business et tout, poser des questions, etc. Sur Instagram, tu peux pas trop le faire. Par contre, sur LinkedIn, tu as direct la bonne personne et puis tu envoies un message. C'est pas cramé. Tu peux poser des questions, tu peux féliciter, tu peux t'intéresser et ça passe nickel. En fait, le réseau est Totalement. optimisé pour ça. Et donc, moi, je trouve qu'effectivement, c'est une vraie patte. C'est un vrai truc qui manque aux autres réseaux, d'avoir des discussions profondes, réelles, sur des vrais sujets, business ou pas, d'ailleurs, bien-être, etc. Enfin, il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants sur LinkedIn. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de valeur, etc. Je suis d'accord avec toi, la valeur, elle est exceptionnelle sur ce réseau. Donc, vraiment, moi, j'adore. Après, je trouve qu'il y a juste un petit truc que j'aime pas trop sur LinkedIn, c'est l'esprit. Et je suis le premier à en faire partie. J'en suis désolé. Je suis dans la matrice de ouf. Mais c'est le côté, en fait, Je où crois que je vais dire comme toi. Je sais pas ce que tu vas dire, mais je sens que je vais dire comme toi. c'est qu'en fait, alors je vais peut-être pas le dire de la même manière que toi, mais peut-être c'est la même idée effectivement, c'est qu'en fait je trouve qu'il y a trop de pression de manière générale dans le sens où tout le monde ne montre que sa réussite. Là, tu ouvres LinkedIn en live, j'ai été à l'Elysée, j'ai levé 1 million d'euros, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, j'ai 25 nouveaux salariés, que de la réussite, ce qui est trop bien, je suis le premier à le Ouais, faire. Je suis une sombre merde, je suis le premier à le faire parce qu'on est tous fiers de montrer nos bien accomplissements. sûr, on fait Et que le ça. problème, c'est que quand tu vas sur la plateforme, c'est vrai sur les autres réseaux, mais sauf que comme là, c'est tellement de thématiques business, argent, chiffres et tout, c'est tellement concret, c'est tellement réel que du coup, parfois, en vrai, même moi qui suis quand même bien, entre guillemets, bah, parfois ça me fait un pincement au cœur. Je suis hyper fier pour les autres, tu vois, mais ça me met une pression. Je me dis, waouh, est-ce que je serais pas une merde en fait? Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Et il y a des gens qui sont pas dans la même situation que moi, même qui sont en CDI, en stage, en alternance et ça, et ils sont pas du tout des merdes, ils sont excellents. Et il ne faut pas être entrepreneur pour être quelqu'un de bien ou avoir réussi sa vie. Bien Mais sûr. ça te met une pression, je trouve. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire. Ouais, Mais ouais, personne à ne trouve. fond. Ouais, C'est ok. anxiogène Ok. C'est le terme, punaise, ouais, c'est ça. et en plus le pire dans tout ça, c'est que bah, moi pour le coup je connais pas mal de créateurs LinkedIn, donc ceux qui brillent beaucoup. Il y en a, ils brillent et derrière ça assume en coulisses, enfin entre guillemets, ça brille vraiment aussi en coulisses. Mais il y en a, Ouais, ça brille beaucoup sur LinkedIn, donc tu pourrais, toi en tant que monsieur tout le monde, ouvrir et dire ah ouais, j'ai une vie de merde, je suis une merde, etc., etc. Alors que fondamentalement, en fait, ceux qui en mettent plein la vue, bah il y en a, quand tu creuses, c'est pas tout rose non plus, tu vois, ça galère, c'est dur. C'est juste que c'est bah aussi ils marketing, ont quoi. C'est percé aussi sur la, ouais, c'est très très marketing. Et moi, ce qui me saoule un petit peu, c'est cet aspect beaucoup bullshit aussi, où en gros, bah les gens, certes, ils enrobent le truc et c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est de rendre le truc plus joli que ce qu'il est. Mais là, c'est démesuré où des fois, en fait, on te fait croire que ouais. les Je gens ils pense arrivent que à faire des trucs de fou alors que fondamentalement ils font rien. c'est un mélange de tout. Je pense que c'est un mélange de persona, un mélange de format, le format texte, etc. Un Ouais, bien mélange sûr. de viralité aussi. La viralité fait que disons que les réussites fonctionnent. Et la Mm. thématique globale business, entrepreneuriat, je pense que tout ça, mis bout à bout, fait qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est ça qui est marrant. C'est que ça fait 1 an et demi que je suis dessus et ça fait à peu près depuis 6 mois que je me rends compte de ça. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Est-ce que la plateforme a évolué en 1 an et demi? Je pense que tu seras mieux placé pour le dire. Je pense pas. Je pense que c'est plus moi qui ai pris du recul et qui me suis rendu compte de l'impact que ça avait aussi sur moi. Après, est-ce que ça a Ouais, évolué? C'est aussi intéressant. C'est quoi ta ça, vision par ça rapport évolue, ouais, ça évolue toujours un petit peu, mais fondamentalement, moi je suis dessus depuis 4 ans en tant que créateur et depuis vraiment beaucoup plus longtemps en tant que Ouais, utilisateur de la plateforme. Ça n'a pas énormément évolué là depuis 1 an et demi, mais je pense que, ouais, comme tu dis, on est dans la matrice et donc, du coup, moi, ce que je critique, je suis aussi le premier à le faire. Attention, hein, c'est-à-dire que je dis ouais, bien sûr, bien sûr. beaucoup de En fait, bullshit que des réussites et je suis le premier à faire que des posts comme ça. ouais. Mais ouais, c'est le côté un petit peu chiant. Néanmoins, voilà, faut arriver à filtrer, prendre ce qu'il y a de bon ou en laisser aussi et se dire, ok, lui, Encore une fois, ça c'est un travail flambe personnel. Je pense que totalement. c'est un faux débat que de se dire comment rendre les plateformes meilleures. Alors, je parle évidemment censurer le harcèlement, etc., bien sûr, mais de manière générale, sur le bien-être personnel, à quel point, comment tu vas percevoir personnellement les posts, je pense que tu ne peux pas rendre l'algorithme meilleur. L'algorithme ne va pas faire en sorte que tu sois bien dans ton corps. L'algorithme va faire en sorte que ça fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est ce qui attire l'œil, etc. C'est à toi, justement, et ça, j'ai pris du temps et je suis en train de travailler dessus encore. Je pense que c'est jamais fini, mais de prendre de prendre du recul sur ça et de travailler sur soi-même pour ne pas vouloir être comme quelqu'un, ne pas être jaloux. Alors, moi, j'ai jamais été particulièrement jaloux, mais je sais que certains peuvent l'être. Ne pas voilà, se sentir nul. C'est difficile de ne pas se comparer aux autres, surtout quand on est dans un Mm. marché où on parle d'argent, on parle de réussite,
On parle que de réussite en vrai, de vrai, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est tu réussis ou tu réussis ou tu meurs. Mais du coup, effectivement, je pense que c'est un travail à faire sur soi-même. Et d'ailleurs, je pense que ça ferait un très bon post LinkedIn d'ailleurs. Ça, tu vois. Ça serait ça. Exactement. Exactement. Et tu vois, Et, tu pourras faire un autre post LinkedIn sur la question que je vais te poser. C'est quoi un petit peu, toi, ta vision cette fois-ci sur tes boîtes sur 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, 15 ans? Est-ce que tu es plutôt de la team je m'éclate et je continue tant que je m'éclate parce qu'au final, bah, comme tu disais tout à l'heure, le lendemain, il faut continuer à vivre et comme ça t'éclate au quotidien, tu vois pas l'intérêt forcément de faire autre chose? Ou est-ce que tu es de la team je construis une grosse boîte, salarié, tac, tac, des bons bilans avec pas mal de résultats et je vise une revente à un grand groupe d'ici 1, 2, 3 ans et tu prends un gros ticket et tu fais autre chose? Enfin, c'est quoi un petit peu ton ambition d'un point de vue entrepreneurial? c'est quoi ton avis? Tu parierais sur quoi là? Moi, je parierais sur la première partie, tu es un kiffeur et Ah ouais, j'ai vu ma tu, fiche. tu kiffes au quotidien. Je sais pas, sur ce que tu as dit et sur ce qui s'en dégage, j'aurais tendance à dire tu as envie de kiffer au quotidien et t'éclater, prendre ce qu'il y a à prendre avec les boîtes, tu te payes bien avec. Et le jour où peut-être t'en auras marre, tu te dis bon, bah là, j'ouvre une porte Et pour bah tu vendre. Et, vois, et bah tu vois, c'est une bonne et une mauvaise réponse. Et parce qu'en ok, fait, les deux sont compatibles en fait. C'est-à-dire que moi, je suis un kiffeur. Et donc, je fais ça parce que ça me fait fondamentalement kiffer, parce que ça me permet de vivre, bien sûr, mais ça me fait kiffer avant tout, évidemment. Et en parallèle de ça, eh ben, parmi le travail que j'effectue, je fais plein de tâches dans mes différentes structures, etc. J'ai une vision évidemment stratégique et un travail stratégique dans ces structures-là. Et parmi le travail stratégique et l'optique qui me fait kiffer là-dedans, eh ben, effectivement, l'optique de créer quelque chose et de construire, entre guillemets, un gros groupe, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais de construire quelque chose, ça me fait kiffer. Donc en fait, effectivement, j'ai commencé à construire ma maison en Lego parce que je kiffais. J'en suis arrivé où je continue à construire jusqu'au jour où ça m'embêtera. Mais pour le moment, ça me fait kiffer d'essayer de faire un immeuble énorme. Tu vois, ouais, on bien en est sûr. sur ce truc-là. Et Ça, donc, je comprends. Ça, je suis ok. totalement d'accord avec toi. Comme tu disais tout à l'heure, au tout début du podcast, c'est un jeu. Et finalement, quand tu as passé le palier 100, tu as envie de faire 1 million, plus 10 et tout, etc. Mais est-ce que tu as cet objectif de revente court, Ah, de moyen revente terme? vraiment facilement. Alors, Ouais, moi, j'ai pas l'objectif de revente à l'instant T, mais par contre, j'ai l'objectif de faire des boîtes qui croient. Ça me fait kiffer. bien sûr. Et je parle même pas pour mon portefeuille. Vraiment, évidemment, ça me fait plaisir. Je vais pas, voilà. Mais c'est pas mon objectif primordial. Vraiment, je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit à tous mes proches. À 19 ans, parce qu'aujourd'hui j'en ai 21, j'avais tout ce que tout le monde peut rêver. Alors, je vois très bien, il y a des Américains, ils ont 5 Lamborghini à 19 ans. J'en étais pas là. Mais vraiment, j'avais le dernier téléphone, la dernière paire de chaussures. Enfin, tout ce dont tu peux rêver quand tu as 19 ans et que tu ne te prends pas trop la tête, moi, je l'avais. Et ça n'a pas changé ma vie, ça n'a pas changé mon niveau de bonheur. Donc, je reste extrêmement vigilant par rapport à ça. Et je ne veux pas me mettre dans des fausses promesses à moi-même, je ne veux pas me décevoir, etc. Et donc, je ne sais plus pourquoi j'en venais là. Tu parlais de revente. Effectivement, la revente, c'est pas un objectif que j'ai en tête tout de suite. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de construire quelque chose parce qu'il y a un truc qui me fait kiffer. C'est parce qu'effectivement, l'esprit de développement, de créer, c'est comme, voilà, moi, par exemple, quand j'étais petit, je jouais à des jeux de ville sur mon téléphone. Pas pour voir le plus gros chiffre de billets rond, on s'en fout, mais plus parce Ouais. qu'effectivement, ça me faisait kiffer d'avoir la ville la plus importante et de continuer à la développer et tout. Et donc, c'est un peu cet esprit-là. Et en plus, moi, j'ai le côté humain qui est arrivé entre temps, que je n'avais pas perçu, parce qu'au début, j'étais un peu solopreneur. Au final, influenceur, j'étais tout seul, j'ai toujours fait Ouais. tout seul. J'étais entrepreneur avec mon associé, mais on travaillait à distance, on s'était jamais vu pendant 1 an et demi, et on travaillait derrière nos ordinateurs. Donc, on était ultra solitaire. J'avais pas de relation avec mes clients parce que c'était le Covid, donc j'étais au téléphone et tout. Donc, c'est vrai que j'étais hyper solitaire et je me suis rendu compte, là, on a commencé à staffer depuis 2022. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un vrai enjeu déjà financier, bien sûr, en termes de résultats, mais aussi en termes de bonheur, de travailler avec des gens. C'est incroyable. Moi, j'adore travailler avec des gens. Alors, manager, ça dépend. Il y a des gens que j'adore manager, d'autres gens que j'aime moins manager. Ça dépend des rôles à manager, ça dépend de mon rôle en tant que manager, etc. Mais de manière générale, c'est un challenge tout nouveau et ça me hype de fou. Et en fait, moi, je kifferais vraiment créer une structure, non pas pour avoir une grosse structure qui fait plein d'argent, parce qu'on le sait très bien, parfois il y a des grosses structures qui font moins d'argent que des petites structures, largement, mais parce que je trouve ça trop cool de créer un écosystème où les gens ils viennent travailler, ils parlent entre eux, ils sont potes. Enfin, moi j'adore, il n'y a pas longtemps j'ai vu ça, quand j'ai vu des potes entre plusieurs boîtes à moi se rencontrer, devenir potes, organiser des événements entre eux, genre ouais viens on va se faire un bowling, etc. Je me dis putain mais c'est excellent, les gens on bosse tous ensemble, on est soudés, on est motivés ensemble, tu vois, il y a cet esprit de motivation. Je ne vais pas dire un groupe de potes parce que moi je ne suis pas dans cet esprit famille, entreprise, mais effectivement on est quand même une bonne team, on s'entend bien, on rigole, on se marre, tu vois, Hmm. on est quand même là pour passer un bon moment, on est tous
à la quête des mêmes objectifs. On a tous envie que ça marche, on a tous envie que ça avance, etc. Et je les vois entre eux, tu vois, il y en a, ils deviennent potes, etc. Je me dis, putain, mais c'est trop fort, c'est excellent, tu vois. Et le fait de pouvoir piloter tout ça, de pouvoir dire, voilà, on continue à développer ça tous ensemble, on crée quelque chose, un vrai écosystème, moi, je kiffe. Moi, je kiffe en vrai. Ouais, bah, c'est ce que je dis, t'es un kiffeur. T'es un Ouais, kiffeur. ouais, je suis un vrai kiffeur, du coup. Pourquoi toi, t'es pas un kiffeur? Si, 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 non, non, si, si. Tous les Moi, si, entrepreneurs si, sont des kiffeurs, non? ouais, ouais, si, si, je suis un kiffeur. Moi, j'ancre tout le temps mon baromètre du quotidien, c'est le baromètre du kiff, donc je fais tout en fonction du kiff. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue entrepreneurial, quand j'ai dû revendre, c'était un peu, à un moment donné, c'était une ambition. Je me suis fait mal pendant plusieurs années pour me dire, OK, à un moment donné, je veux vendre pour prendre un ticket qui peut me permettre de me mettre au chaud, même si finalement, on disait tout à l'heure, tu te sens jamais finalement réellement au chaud parce que tu as l'impression que tout peut tomber, mais qui te met Ouais, bien. ok. Mais donc ça, c'était mon ambition. Moins maintenant, parce que de toute façon, tu peux rien revendre quand tu es créateur de contenu. Mais je pense qu'il y a deux visions. Après, il Frustration. n'y a pas réellement deux écoles. C'est pas genre tu crées et tu construis ou tu crées pour vendre. C'est un peu abstrait, ça se fait avec le temps. Mais moi, je sais que j'avais une vision un petit peu à un moment donné de dire, OK, je fais ça parce qu'à la fin, je sais que je veux revendre à un moment donné, quoi. Ok, Donc, c'est marrant. mais ça ne m'a pas Ok. empêché de kiffer le chemin. Bah, oui, évidemment, l'un ne va pas forcément sans l'autre, ouais, évidemment. Ok, ouais, pour le moment, j'ai pas encore créé de boîte pour revendre, mais ça ne saurait peut-être tarder, hein. Bah, en même temps, tu es hyper jeune, faut le dire. D'ailleurs, c'est fou parce que je pense qu'on s'en rend pas bien compte parce que t'expliques plein de trucs, t'as l'impression que tu as vécu 10 vies, mais tu que 21 ans et tu es hyper mature pour ton âge. Ça qui est fou avec l'entrepreneuriat, c'est que je trouve que ça te développe la Ouais, il y maturité. en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup maintenant, C'est ouais, effectivement, c'est fou. Et maintenant, même 21 ans, ça fait plus si jeune, hein. Quand tu vois des gens qui ont 16 ans qui s'expriment, incroyable, hein. Mais c'est vrai que c'est ouf. Ouais, Et c'est. c'est fou. Ouais, ouais, C'est c'est fou. fou, je suis totalement d'accord. J'ai un dernier volet que j'adore aborder. Et en plus, c'est marrant, tu as laissé plein de petits indices tout au long du podcast, mais j'ai pas encore eu la réponse. Tu parlais souvent de ton rapport à l'argent. Tu disais qu'en gros, Ah, punaise, j'allais dire, tu vas-y, cramais, parle-nous. tu, tu cramais tout. Tu Ouais. avais 30 000 euros, tu as acheté l'Audi, etc. Aujourd'hui, comment ça a évolué? C'est quoi un petit peu ta vision? Est-ce que tu as fait des montages financiers avec des holdings? Tu as investi en SCI? Enfin voilà, est-ce que tu as une vision vraiment d'investissement? Est-ce que tu investis? Est-ce que tu épargnes? Ou est-ce que tu es en mode je continue à kiffer, je crame? Enfin, il n'y a pas de bon ou mauvais truc, tu vois. C'est vraiment d'un point de vue, c'est quoi ton rapport à l'argent? Qu'est-ce qui te fait vibrer avec ça? C'est quoi ta vision Moi, alors effectivement, j'ai optimisé mes structures sans dire que je suis un expert. Parce que moi, j'ai toujours ce recul aussi. Je me dis, quelqu'un qui m'écoute, tu vois, j'ai pas envie de lui mettre la pression. J'ai pas envie de dire, voilà, moi j'ai 25 structures, j'ai fait un montage financier et le gars il va se dire, merde, je ne l'ai pas fait, je suis dans la merde. Je l'ai fait récemment, j'ai créé une holding, tu vois, j'ai créé une holding au bout de plusieurs années de structure. Et franchement, bah, c'est comme ça. Il y a des gens qui le font au bout d'un an, il y a des gens qui le font avant de créer leur boîte. Moi, je l'ai fait parce que je me suis dit, effectivement, j'ai plusieurs boîtes. Donc, si jamais j'ai envie de faire rentrer de l'argent dans l'une ou dans l'autre, bah, c'est quand même cool de pouvoir remonter effectivement l'argent d'une structure qui fait qui génère du cash dans ma holding Hmm, avec le régime Murphy, plutôt que de me le prendre moi à titre personnel, d'avoir une plus grosse imposition et de le bien sûr. réinvestir derrière. C'était vraiment ça la constatation, donc rien d'incroyable comme ça au final. Ouais, bien sûr. En termes d'achat immobilier, ça c'est un truc, ça me met la pression là. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent n'achète pas ta RP, ta résidence principale, investis, n'investis pas, etc. Moi j'ai investi dans des trucs, j'ai investi par exemple, j'ai acheté une voiture, mais je l'ai achetée pour le kiff et aujourd'hui je la garde parce que ça me fait kiffer et parce que j'ai la flemme de la vendre. Je la roule jamais, c'est pour ça que je dis ça et parce qu'en plus, je pense que ça peut prendre de la valeur. En gros, c'est un truc dans lequel j'ai mis de l'argent parce que ça me fait plaisir, un peu comme les gars qui s'achètent des montres. Et Ouais. au fond du fond, ça peut me rapporter de l'argent. Après, c'est pas du tout l'objectif. Et à tous les coups, je vais perdre un petit peu d'argent dessus. Mais je sais qu'en tout cas, je perds pas non plus 10 000 euros par an. En gros, on est là-dessus. Mais de manière générale, moi, par rapport à l'investissement, j'ai pas forcément le profil où j'investis dans plein de trucs parce qu'en fait, j'ai pas forcément le temps de m'y pencher. J'ai pas forcément l'envie de m'y pencher. Et comme je te le disais, j'ai fait beaucoup les choses par envie. Et par exemple, si aujourd'hui, j'ai pas envie de me mettre dans l'immobilier parce que il y a des gens qui gèrent très bien ça et je sais que ça peut être très simple, mais en même temps, ça peut aussi être très complexe. Et en tout cas, à l'instant T, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire maintenant tout de suite. Peut-être que dans 2 mois, ça change, mais jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pas encore attiré, puis j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Et donc, je préfère consacrer mon temps à développer mes structures qui me font kiffer et qui me rapportent du cash
plutôt que d'éventuellement placer de l'argent, passer moins de temps sur mes structures pour un truc qui fait moins kiffer et qui peut-être va m'en rapporter moins ou voilà. Et donc effectivement, pour le moment, j'ai pas encore beaucoup cette vision-là, mais peut-être avec le temps. Et puis voilà, après j'ai acheté effectivement ma RP, j'ai testé un peu les cryptos parce qu'effectivement ça c'est l'investissement facile, on va dire entre guillemets. En tout Ouais. cas c'est l'investissement sexy auquel d'ailleurs tu te prends très vite parce que tu mets 500 balles, le lendemain ça fait 700, tu as envie de tout exploser, tu as envie de remettre 500 balles. Chose qu'évidemment j'ai faite. Hein. À 18 ans, voilà, j'ai mis tout mon argent dans ma voiture, il ne faut pas oublier ça, je suis quand même quelqu'un d'assez fou. Donc évidemment, mettre 500 balles, ça devient 600 et remettre 500 balles le lendemain et faire ça 3 jours d'affilée, voire 4, voire 5, voire beaucoup de jours, évidemment, c'est des choses dont je suis capable et que j'ai fait, bien sûr. Après, vis-à-vis de l'investissement, de manière générale, ça m'a peut-être refroidi d'ailleurs. Sur les cryptos, je me suis pas mal fait avoir. Pourtant, je suis quelqu'un de prudent, de réfléchi, etc. Mais j'avais mis, pour les connaisseurs, j'avais mis des cryptos que j'avais en stablecoin, donc des cryptos qui ne changent pas de valeur théoriquement, sur des pools de stacking, donc pour pouvoir en fait les mettre dans une sorte de livret, on va dire un peu. Je prends des De termes faire très grossiers, fructifier, quoi. ça ne pas choquer, mais c'est juste pour essayer d'expliquer brièvement. Et donc effectivement, pour avoir des intérêts tous les jours en plus, c'est différent du livret A, etc. Des intérêts qui étaient très élevés en plus, parce que c'était des pools multi-crypto, etc. C'était un truc safe. La seule chose, c'est que moi, j'ai très mal protégé mes identifiants et je ne me suis pas rendu compte que contrairement à un identifiant Google, etc., c'était beaucoup plus risqué, beaucoup plus convoité également. Et donc, comme un débile, j'avais tout simplement mis les mots de passe sur une note iCloud. Extrêmement intelligent, ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça. Le mot de passe de l'iPhone, à la limite, pourquoi pas, mais le mot de passe de crypto-monnaies qui peuvent être volés comme ça, juste avec le mot de passe, c'est pas très intelligent. Je l'ai fait. Et donc, je me suis fait voler un peu d'argent, beaucoup d'argent à l'époque, en vrai de vrai. 2 fois d'affilée, une fois à cause de ça et une fois à cause d'un DPEG, l'UST, je crois, c'était ça. Donc, il y UST, avait ouais, totalement. des pegs voilà, avec des baleines qui avaient fait un jeu sur le cours du marché. Et j'ai perdu de l'argent parce que j'étais pareil sur un pool de liquidité j'étais sur un stable USDC, donc crypto stable basé sur le dollar. Il y en a plusieurs. Donc moi j'en étais sur plusieurs. J'avais 25% je crois de mon capital là-dessus et 25% qui était exposé à l'UST, donc du coup qui a des pegs. Parce que c'était mathématique, je crois, donc c'était pas vraiment basé sur le dollar, donc il y avait des limites théoriques. Et donc, enfin bref, je ne suis pas hyper au fait de tout ça, mais en tout cas, je sais que la valeur a baissé, ça je l'ai bien vu, j'ai pas eu de mal à me rendre compte. Et donc, effectivement, j'ai perdu un peu d'argent. Encore une fois, quand j'en parle à des copains, ils me disent, mais mec, comment tu te fais pour t'en remettre? Bon, j'ai pleuré, hein, je me rappelle le jour où j'ai ouvert mon compte, j'ai pas vu mes cryptos, j'ai appelé mon associé qui s'y connaît un peu, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, je suis monté dans la chambre, j'ai pris mon ordi, je me suis mis torse nu, j'ai enlevé mon t-shirt, j'avais trop chaud, j'ai cru que j'allais exploser. Et vraiment, même aujourd'hui, ça me fait encore un peu mal d'en parler, mais je me dis, j'ai quand même eu la chance à 19-20 ans de perdre beaucoup d'argent et que ça ne me mette pas dans une situation précaire. C'est quand même ouf. Enfin, je veux dire, c'est malheureux de le dire, on peut rien y changer, donc c'est comme ça. Et au final, entre guillemets, j'avais pas besoin de cet argent, tant mieux, mais incroyable, quoi. J'ai réussi à pas me mettre dans la mouise, alors qu'effectivement, c'était des sommes d'argent qui étaient quand même considérables. Donc effectivement, ça m'a quand même, je pense, refroidi, au moins Ouais, vis-à-vis bien des sûr, cryptos. Je dis pas que les cryptos c'est nul, mais ça calme en tout cas toujours. Même si je c'est sais que je clair. pourrais très bien faire des trucs très safe et gagner beaucoup d'argent, bah, j'y vais un peu plus avec des pincettes parce que bah, j'ai un mini traumatisme en fait. Je pense que c'est un peu un traumatisme quand même. Donc voilà. Ouais, c'est Et, clair. Mais déjà, au moins, tu t'es mouillé sur l'investissement, tu as acheté ta RP, parce qu'il faut le rappeler, tu es très jeune, donc être propriétaire à 20 ans, parce que tu l'avais acheté à 20 ans, ouais, à 20 crypto, ans, donc ouais. tu as quand même testé plein de trucs. Donc tu as quand J'ai même un essayé, petit ouais. peu changé le mindset du gars de 16 ans qui cramait tout Ouais, c'est dès qu'il allait ça. sur son compte, quoi. Ouais, bah, en fait, quand tu as un petit peu de sous, et bah, en fait, tu testes plein de choses. D'ailleurs, parfois pas très intelligemment au final. Moi, j'ai eu encore une fois, j'avais pas ce déclic entrepreneuriat. Je vois, il y a des gars, ils gagnent 500 balles, ils coffrent tout à l'euro près et tout, ils sont trop smart. Moi, malheureusement, comme j'ai gagné un petit peu d'argent, parfois un peu beaucoup, parfois beaucoup moins, etc., mais de façon un peu fluctuelle, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir de l'argent. J'ai l'impression que, tu sais, quand tu es influenceur, tu dois le connaître, les marques viennent à toi. C'est tellement différent quand les gens viennent à toi plutôt que de chercher des clients. Ça change ton rapport à l'argent, c'est incroyable. Et aujourd'hui, moi, je le vois parce que je travaille avec beaucoup d'influenceurs qui parfois refusent des cachets gigantesques parce qu'en fait, ils ont un rapport à l'argent qui est différent. Le simple fait que l'argent vienne à toi, quand toi tu viens à l'argent, quand tu es entrepreneur, ça change tout. Et moi, je l'ai vu en Hmm. l'espace de 2 ans parce que j'étais créateur, j'avais cette relation à l'argent. Et puis pendant 2 ans, je n'ai fait qu'aller vers l'argent parce que j'ai créé des boîtes où je cherchais du client. Et du coup, j'ai eu ce décalage. Et aujourd'hui, je redeviens créateur. Le décalage ne se recrée pas parce qu'effectivement, je capitalise quand même sur une conscience que j'ai constituée avec le temps. Mais je me rends compte et je me dis effectivement, je comprends.
que quand les marques viennent à toi, tu prennes plus de temps à répondre, que tu sois moins appliqué, que tu te prennes moins la tête, etc. Et du coup, effectivement, j'ai testé plein de choses et aujourd'hui, bah, clairement, j'ai testé des trucs pas intelligemment. Mais ça fait partie du parcours de l'entrepreneur et je Bien pense qu'un sûr. bon entrepreneur, même quelqu'un qui perd tout, ce qui n'a pas été mon cas, ben, c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui repart. Effectivement, il y a des gens qui ont des parcours, je pense, plus faciles. Tu vois, je pense que les entrepreneurs, tout vient à eux tout de suite. Il y a des entrepreneurs qui triment pendant des années. Voilà, je pense que malheureusement, il faut le dire, il y a des entrepreneurs qui sont moins servis que d'autres. Il y a un facteur chance dans le lot, mais après, je pense question de détermination, quand tu mets en place les bonnes actions, ça finit par dérouler de façon d'une manière ou d'une autre. Ouais, je Mais suis voilà. totalement d'accord. Quand tu Après, moi, t'arraches, tu travailles et tout. je continue à kiffer. Tu vois, pour répondre, pour terminer à la réponse à ta question, effectivement, par exemple, alors je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais par exemple, moi, je mange au restaurant quand je fais les courses. Tu vois, ça paraît débile, hein, mais en vrai, quand je fais les courses, tu vois, je me restreins pas. En vrai de vrai, tu vois, j'achète des choses qui me plaisent parce que j'ai la chance de le faire. Et pour moi, ça, c'est un luxe. C'est un luxe de ouf de pouvoir faire ça. C'est Il y clair. a des gens qui disent attends, mais nous, on te parlait de savoir si tu acheté une Lamborghini ou une Ferrari. Moi, je trouve que déjà manger à sa faim et pas compter quand tu fais les courses, déjà, c'est un luxe de malade mental, C'est même pour les le plus gros entrepreneurs luxe. qui doivent compter. Et c'est incroyable. Et il y a autre chose, par exemple, parfois j'ai envie de trucs. Moi, je suis un grand passionné de tech ou de manière générale. Et en fait, je fais des achats compulsifs. Mais des achats compulsifs claqués. Genre, il y a un nouveau téléphone qui sort, je suis overhype, je me dis pendant 2 jours, non, je vais pas l'acheter, c'est mort. Et au bout de 3 jours, je pète un câble, je l'achète. Nul, nul. Ne faites pas ça, c'est ridicule. Mais je suis Matrix. Et donc, ça m'arrive, pas tous les jours, évidemment, j'achète pas des iPhones tous les jours, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des achats compulsifs, etc. Et voilà, je pense que c'est là-dessus où je crame le plus au final, tu vois, l'achat compulsif. Genre, m'acheter le dernier iPhone à la fin de l'année, mine ça coûte 1500 balles. Bah, en vrai de vrai, ça paraît con, mais si tu fais pas ça tous les ans, t'économises quand même un petit peu. Et ça, plus ça, Non, plus c'est ça, clair. plus ça fait la différence, tu vois. Ouais, Donc c'est voilà. clair, c'est clair. Là, mais moi, je vais reprendre un truc que tu as dit que je trouve totalement vrai. C'est la partie. Moi, c'est pareil, j'ai un rythme de vie très simple, mais vraiment, le truc qui m'a changé la vie. Alors, je veux dire, cette sensation d'avoir un petit peu plus d'argent, bah, d'avoir eu des boîtes et tout, d'avoir fait quelques trucs cool, c'est vraiment ce côté, quand je fais les courses, de plus regarder les prix, de prendre ce que je veux, et aussi le plein, quand je vais faire le plein. Ouais, Avant, quand j'étais alternant, stage ou dans mes premières expériences, ou même quand j'étais entrepreneur sur les premières années où je galérais vraiment, je mangeais des cailloux. Quand je passais à la pompe à essence, j'avais envie de pleurer et je comptais mes déplacements, mes cours, je les comptais. Enfin, tout était calculé comme j'ai envie de dire bah, la majorité des gens. Et là, maintenant, c'est vrai que le plus gros plaisir que j'ai, c'est au quotidien, juste dans les petits plaisirs. M'acheter une petite connerie, tac, je regarde plus. Et ça, c'est un plaisir et ultime, c'est, ça. encore une fois, c'est des choses auxquelles les gens vont aspirer, auxquelles tout le monde aspire quand il ne peut pas se le permettre. Et le jour où tu peux te le permettre, ça devient une banalité. Tu t'en rends même plus compte. Tu On a manges, tendance à oublier. tu manges du saumon, c'est débile, hein, mais moi, je me rappelle, j'en parlais avec un alternant qui me disait, bah ouais, voilà, moi j'ai mon coloc qui gagne pas beaucoup, et bah, la dernière fois je mangeais du saumon, et il m'a dit, ouais, comment ça tu manges du saumon? Et moi je disais, mais attends, je comprends pas. C'est horrible, mais en fait, je Ouais, décorrélais la vraiment. réalité parce que le saumon, ça vaut 8 euros les deux pavés, et c'est hors de prix. Hmm, Moi, j'ai la chance de pouvoir me le permettre, mais en fait, je comprends clairement qu'il y ait masse de gens qui puissent pas se le permettre parce que c'est hors de prix. Et c'est clair. effectivement, en fait, du coup, moi, manger du saumon, c'est une banalité, mais en fait, il y a des gens, clairement, ils me verraient manger du saumon, ils diraient, mais moi, j'aimerais trop manger du saumon. Et on dirait que je parle de caviar, mais c'est la vérité. Et en fait, les gens préfèrent acheter juste un paquet de pâtes avec un pot de bolo plutôt que d'acheter du saumon parce que ça coûte très cher. Et en fait, c'est ça, encore une fois, que 100%. je trouve dommage et important, c'est que il faut réussir en tant qu'entrepreneur, personnes qui réussissent plus ou moins bien, ouais, peu importe, quand tu évolues dans la vie de manière générale, même quand tu n'es pas entrepreneur, quand tu es en CDI, que tu vois ton salaire augmenter, etc., je pense qu'il faut savoir prendre du recul et être fier de ce que tu as fait et satisfaire de ce qu'on a. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai un bon ordinateur, je l'utilise tous les jours, j'ai l'impression que c'est une banalité, mais j'oublie trop souvent la chance que c'est d'avoir un bon ordinateur qui tient bien la batterie, qui marche bien, etc. Et quand je vois des gens parfois dans le train, etc., tu vois, ils ont des ordis, je vois la souris, c'est Mickey Mouse, tu vois, ils galèrent, etc., aller sur Google. Et en vrai de vrai, moi, il y a 3 ans, j'étais pareil. J'avais le pavillon de la famille. T'appuyais sur le bouton, c'était un hélico qui décollait dans le salon. Le câble de recharge, c'était la taille d'un aspirateur Dyson. C'était exceptionnel. Pour l'allumer, je l'allumais, j'allais faire à manger, je revenais, il n'était toujours pas allumé. Enfin, tout le monde a connu ça, tout le monde connaît ça encore aujourd'hui. Il y a plein de gens qui font ça évidemment. Mais donc en fait, effectivement, il faut arrêter de toujours dire ouais, moi je veux plus et tout. Il faut se satisfaire de ce qu'on a. Moi, mon ordi, ça fait 2 ans que je l'ai, c'est une dinguerie monumentale. Et tous les jours, je vais chez mon frère, je vais chez ma soeur, je vois ma copine, tout, je lui dis, punaise, est-ce que je t'ai déjà dit que mon ordi est incroyable? Et tout le monde me dit, Hector, ça fait 25 fois que tu me dis, oui, mais vraiment, je vous jure, il est vraiment incroyable.
Et tu vois, c'est vraiment le plus grand bonheur de se satisfaire de ce qu'on a déjà accompli. Ouais. Donc, Ouais, non, mais voilà. je rigole parce que ce que tu dis, c'est drôle, mais c'est tellement juste. T'as 100% raison. Et franchement, tu sais quoi, on va sans doute rester sur quelque chose de positif comme ça. Ça fait Ah, c'est beau. 1h45 déjà qu'on discute. J'ai Ouais. envie de finir avec qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, sur l'année 2024 et dans les prochaines années, Hector? Écoute, vous pouvez me souhaiter toujours autant de kiff et voilà, je pense toujours autant de plaisir à entreprendre, je pense, et à travailler de manière générale en fait. Et, euh, et c'est le top. Si je Bah kiffe écoute, toujours autant faire ce que je fais, c'est nickel, ce sera une bonne année normalement, j'espère. bah, je veux te le souhaiter. La santé aussi, quand même, faut pas l'oublier, parce que c'est vrai que des fois, on l'oublie aussi, mais c'est quand même le plus important, je trouve. La santé, et moi j'ai quand même une petite question, qu'est-ce que toi on peut te souhaiter pour 2024? Bah, la santé est Ouais, la priorité. Et santé. après, pareil, bah, je pense qu'on est aligné. Et avec sans doute aussi, je pense que c'est un mindset un peu entrepreneur, mais pareil, s'éclater au quotidien, continuer à développer des projets, m'amuser. Enfin, voilà, surtout cette partie d'enchaîner les Facile années à là dire, où mais pas forcément si facile à exécuter au final, on s'en rend pas compte. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça paraît simple de l'extérieur, mais des fois, il y a des coups de mou et tout. C'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat, parce que tu peux pas laisser tes problèmes à 17h. Enfin, 17h en vrai, non, parce que c'est plutôt 19h quand on arrête les journées. Mais tu peux pas, il n'y a pas un côté de je ferme la porte, je reprends mes problèmes le lendemain. Tu les transportes tout le temps avec toi. Et même quand tout va bien, tu as toujours des couilles. Donc, Hmm. c'est jamais Et si puis simple pression. mentalement. C'est un vrai jeu, Et mais la pression aussi, tu as toujours envie d'avancer, toujours envie de. Donc effectivement, ouais, c'est un travail à faire sur soi-même. pour Mais c'est rien au cool. monde, en vrai, tu sais, des fois, je le dis, pour rien au monde, je voudrais retourner salarié et j'aspire à ne jamais le redevenir, tu vois. Mais en vrai, des fois, je me dis, vas-y, Ah bah moi, go, pas du tout, envoyer tout hein. chier. Moi, franchement, Go, envoyer tout chier. parfois, je me dis, et je fais ça, mais pas comme si les salariés foutaient rien. Il y a des salariés qui bossent plus que leur patron, Bien beaucoup sûr. d'ailleurs. Mais effectivement, le fait de te dire, j'ai quelqu'un derrière, même si je fais la plus grosse connerie, au pire, je serai viré. Bah, c'est vrai que c'est cool. Quand c'est pas tes billes, en vrai, quand tu joues avec les billes des autres, c'est différent. C'est différent. En vrai, c'est tellement différent. Mais c'est vrai que moi, en vrai, j'ai jamais connu ça. Et je pense que c'est mon plus grand, je dirais pas malheur, parce que ça peut être mal vu. Mais en tout cas, je trouve que c'est un manquement dans mon expérience. Beaucoup disent, ah ouais, t'as une expérience de Hmm. foot à 21 ans et tout. Et ben, c'est vrai, mais on parle pas assez de ce qui me manque. Et ce qui me manque profondément, c'est l'expérience d'un CDI. Parce que même dans le management de mes équipes, alors aujourd'hui ça va mieux, ça fait 2 ans que je manage avec mes associés, mais au tout départ, quand tu as 19 ans, que tu manages des gens et que toi, tu n'as jamais été salarié, bah, c'est difficile de comprendre la vision de quelqu'un qui travaille pour une boîte qui n'est pas la sienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impliqué, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout, et ça veut juste dire qu'il a une vision qui est différente de la tienne parce que lui, c'est pas sa boîte, donc ça veut dire qu'il est impliqué, mais différemment de toi. Et moi, pour moi, c'était inconcevable, c'était pas pareil, c'était Ouais, voilà. Et même moi, ma vision d'ailleurs évolue au final. Mon implication dans mes boîtes, elle évolue tous les jours en vrai. Moi, bien sûr. aujourd'hui, je suis pas aussi impliqué dans mes boîtes qu'il y a 2 ans. Différemment en tout cas. Donc, parce que mon Hmm. rythme évolue au final. Donc ouais, Ouais, mais bah là, tu as écoute, en tout beaucoup cas, pris c'était un plaisir. t'as beaucoup pris le côté, en plus monétaire, mais il y a aussi ce côté, des fois, je me dis, j'aimerais retourner salarié sur le côté vacances, juste les congés payés, le luxe de se dire, vas-y, là, je prends 3 semaines, je suis Complet. payé et je peux couper, parce que tu coupes à 100%, c'est pas ta Ton boîte. Moi, je téléphone, sais tu que le quand je fais. laisses chez toi. Ouais, Tu le laisses chez toi. ouais. Le rêve, putain, le rêve. Tu sais que ça Mais fait bon, 3 ans que je suis parti en vacances, au moins. en attendant, ah ouais, ouais, ça, moi, enfin, j'ai la chance de pouvoir en prendre depuis quelques années, mais au début, c'est vrai que les premières années, j'en ai pas pris et même les premières fois que j'en prenais, j'arrivais pas à vraiment apprécier. C'était très Ouais, c'est ça. particulier Moi, comme je sensation. pars en Tu vacances. culpabilises. Mais voilà, effectivement, j'arrive pas à lâcher mon téléphone. Mais je rêve de vacances où je coupe mon tel pendant une semaine complet. Ouais, Complet. Mais on va y ça, arriver. c'est du luxe. Ça, C'est c'est du du luxe. luxe. C'est du luxe. Mais en tout cas, ouais, pour reprendre, je dis ça, mais entrepreneuriat, vraiment, c'est le plus grand kiff. Tu travailles pour toi, la plus grande liberté, tu fais ce que tu veux, tu es maître de ton destin. Et en vrai, pour rien, même si ça a des contraintes, forcément, sinon, ça peut pas être parfait, mais pour rien au monde, je changerais ça. Bah, Mais tant mieux. on va finir avec le petit jeu, un petit jeu final, le petit jeu classique. Vas-y. T'en as parlé tout à l'heure, tu as côtoyé énormément de monde. Si on prend dans tous tes contacts, c'est qui la personne la plus connue de tes contacts, de ton téléphone? Waouh. La personne la plus connue de mes contacts. La personne la plus connue de mes contacts. Ça doit être un influenceur. Ça doit être un influenceur. Quel influenceur c'est? Ça doit être un McFly Carito, quelque chose comme ça, je pense. Très solide, très solide. Voilà. Est-ce que pareil dans tes contacts, tu as une brute en investissement ou en entrepreneuriat, genre un crack, quelqu'un qui a un Une parcours brute qui en t'impressionne? investissement. Ah, ce serait difficile de t'en citer un, parce qu'en vrai, j'en ai pas mal.
Mais j'ai pas mal de copains. En fait, j'ai pas mal de copains entrepreneurs. Donc en vrai, j'ai pas mal, mais un peu dans tous les secteurs, tu vois. C'est difficile d'en citer un. Mais effectivement, j'ai des gens, tu vois, qui sont solides dans les cryptos, plus solides que moi, ce qui n'est pas très compliqué d'ailleurs, mais dans les cryptos, dans l'IMO. En vrai, ouais. Après, j'ai un entourage qui reste assez simple, tu vois, au final. En vrai de vrai, la plupart des gens que je côtoie à titre perso, c'est aussi des gens qui ont bien sûr un mindset qui se compare au mien. Je veux dire, c'est pas des gens avec qui je suis complètement décorrélé en termes de vision, mais c'est quand même des gens qui sont pas forcément des gens ultra successful d'un point de vue financier, d'un point de vue LinkedIn comme on le voit aujourd'hui, tu vois, qui sont successful d'un point de vue bien-être, etc. Et je crois que c'est les gens aussi avec lesquels je suis le plus à l'aise, parce qu'en fait, au fond du fond, en vrai, je reste quand même quelqu'un d'assez simple en vrai. Bah, Voilà. ça se voit, ça se perçoit, c'est super agréable. Et la toute dernière question, Hector, est-ce que tu connais une personnalité publique qui est connue de la majorité des gens, qui a aussi une facette cachée entrepreneuriat investissement que je pourrais interviewer dans le podcast pour faire découvrir la communauté? Moi, je vais te lancer un vrai défi, un vrai challenge. Allez, J'espère que tu me le rendras, tu vas me faire un petit big up. Moi, je pense, effectivement, il y en a plein, des créateurs de contenu, etc., qui ont des vrais bises et tout. Moi, perso, je pense qu'il ne faut pas se restreindre, faut pas avoir peur de viser haut. Donc, prochaine interview que j'ai envie de voir, prochain podcast, je veux voir le podcast de Squeezie, s'il te plaît. Voilà. ça serait incroyable. Mais on va. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, je crois en toi, tu vois. Moi, je crois en J'y toi. crois, j'y crois. Et tu vas voir, ce sera peut-être un objectif pour toi. Et le jour où tu l'auras fait, bah, encore une fois, tu te diras, bon, bah maintenant, c'est quoi la suite? Et là, tu penseras à moi, Après, j'espère. on ira voir Mbappé, Griezmann, enfin bref. Mais ça va être l'objectif. Ça sera peut-être pas le prochain épisode, mais au fil des Petit à épisodes, et un jour, petit. petit à petit. Mais en Carrément. tout cas, c'était un vrai plaisir, parcours hyper inspirant, Hector. Franchement, encore bravo. Déjà, félicitations pour tout ce que tu as fait. Je te Ah, souhaite le merci pour meilleur avoir là toi. pour l'année et pour le futur. Merci beaucoup d'être passé dans le podcast et je te laisse le dernier mot pour finir. Eh ben, merci à toi, c'était un plaisir. Et bravo aussi à toi, du coup, parce on a parlé de moi, voilà, mais évidemment, voilà, que dire de toi? Donc bravo, franchement, hyper inspirant, mine de rien. Tu vois, moi, je m'inspire de plein de gens et je te trouve hyper inspirant. Donc quand même, bravo à toi. Je pense qu'on le dit C'est très peut-être sympa. souvent ou pas. Donc, en tout cas, je te le dis. Et puis, écoute, au plaisir, vraiment, c'était trop sympa. Et j'espère en tout cas que ce podcast aura apporté la valeur attendue et que ça aidera, que ça éclairera, que ça inspirera, que ça fera sourire ou que ça fera juste passer un bon moment aux gens qui l'écouteront. Et si en tout cas c'est le cas, ben, je pense que ce sera mission accomplie pour tous les deux parce que j'ai également passé un très bon moment. Eh ben, merci beaucoup à toi. Je te souhaite le meilleur et ça sera le cas. Je pense que les gens vont passer un très bon moment. Et comme tu dis, s'ils arrivent à récupérer ne serait-ce qu'un petit passage qui leur permet de s'améliorer, d'avoir une idée, ça sera à gagner des deux côtés. Donc, on est super Trop cool. content. Et je te dis à bientôt, Hector. Ciao, ciao. Merci, salut, à plus, ciao.